Bienvenue donc dans ce live du 23 août que j'ai prévu de faire depuis maintenant une petite semaine et qui est un live un peu annonciateur de cette grande soirée du 1er septembre. Prenez déjà date, cette grande soirée dans laquelle on va à la fois faire un bilan des années Covid, on va faire un bilan également de cette année à l'aube de la rentrée, de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire, et on va se projeter et essayer de voir comment est-ce que cette année va se dessiner et qu'est-ce qui nous est réservé au cours de cette année. Nous aurons l'occasion d'en reparler évidemment. Ce soir, je voudrais m'intéresser de façon spéciale à la liberté d'expression. J'ai voulu ce soir faire toute une soirée, toute une discussion autour de cette grande thématique de la liberté d'expression qui a agité l'été à travers notamment cette cérémonie des Jeux Olympiques. Alors, au moment où j'entre en direct, au moment où je suis avec vous, je prends connaissance d'un projet de loi anglais qui, je trouve, va bien avec la thématique de ce soir. Ce projet de loi s'appelle Early Down. Early Down, c'est simple. C'est un projet qui vise à libérer de façon anticipée 5500 prisonniers d'ici le début de l'automne. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une nécessité de libérer de l'espace dans les prisons anglaises, de libérer des places en vue de la condamnation de nombreux émeutiers anti-immigration, des manifestants, mais également des personnes accusées de mensonges sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, vous connaissez l'histoire, mais vous voyez que nous sommes aujourd'hui dans une situation où diffuser des messages sur des réseaux sociaux, devient plus grave qu'être un délinquant de droit commun et devient tellement grave que c'est la prison assurée, tant et si bien qu'il faille libérer des places de prison. C'est tout à fait extraordinaire et ça annonce bien ces heures sombres pour la liberté d'expression. Il faut savoir que dans le cadre des manifestations anglaises, plus de 1000 personnes, ce qui n'est jamais arrivé en Angleterre, ont été ainsi arrêtées. Mais parmi celles-ci des condamnations ont eu lieu pour avoir retweeté, pour avoir publié des messages de haine. C'est d'une gravité exceptionnelle et il faut que nous en ayons conscience. Alors, en France, la liberté est la règle et la police l'exception. Cette maxime, elle est celle qui a été dégagée par un arrêt du Conseil d'État, par précisément les conclusions du commissaire du gouvernement Corneille sous un arrêt Baldi du Conseil d'État en 1917, en pleine tourmente de la Première Guerre mondiale. Et il était déjà question, dans cet arrêt, de liberté d'expression. En effet, et c'est pas anodin de le souligner, nous avions des drapeaux, une interdiction en fait par un préfet de drapeaux qui contiendraient des insignes ou des motifs, des emblèmes qui présenteraient un caractère politique ou confessionnel, drapeaux nationaux j'entends, qui viendraient présenter donc un caractère politique ou confessionnel à travers les emblèmes qu'ils revêtiraient. Ce type de drapeau, disait le préfet, était de nature à provoquer des manifestations et troubler l'ordre public, et ces faits seraient particulièrement graves en temps de guerre. Et on voit que l'arrêté avait donc été pris pour maintenir la sécurité publique et l'ordre public qui ne devait pas se trouver troublé du fait des manifestations. Ça rappelle quand même, au bout de la chaîne, ces manifestations que l'on disait, pro-Hamas, je ne fais pas de commentaires sur ces derniers, mais que le gouvernement a essayé d'interdire et qui ont été annulés par le juge, avec à chaque fois cette question de l'ordre public qui viendrait être entravé à l'idée de manifester. On voit que la question du drapeau, elle est sensible, elle était sensible hier, elle est sensible aujourd'hui. On voit que c'est une question particulièrement soutenue sur la liberté d'expression. Il s'avère que le commissaire du gouvernement va exactement dans ses conclusions dire ceci. Pour déterminer l'étendue du pouvoir de police dans un cas particulier, il faut toujours se rappeler que les pouvoirs de police sont toujours des restrictions aux libertés, que le point de départ de notre droit public est dans l'ensemble les libertés des citoyens, que la Déclaration des droits de l'homme est implicitement ou explicitement au frontispice des constitutions républicaines,
et que toute controverse de droit public doit pour se calquer sur les principes généraux partir de ce point de vue que la liberté est la règle et la police l'exception. Alors, le Conseil d'État va annuler l'arrêté du préfet parce qu'il va dire, on peut comprendre, le trouble à l'ordre public qui résulterait de manifestations collectives, mais en aucun cas de manifestations individuelles, de sorte qu'on ne comprend pas la raison pour laquelle est-ce que vous voulez ainsi interdire de façon générale et absolue les drapeaux avec ces emblèmes. 100 ans plus tard, pardon, où en est-on plus de 100 ans plus tard? Où en est-on? À l'heure où l'Europe est effectivement aujourd'hui promotrice de la paix, à l'heure où on nous a promis la paix, à l'heure où non seulement il y a la Déclaration des droits de l'homme encore en France, mais c'est ajouté l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est ajouté la Déclaration des droits de l'homme de 1948, la DDHC, c'est vraiment une vraie question, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Où en est aujourd'hui la liberté d'expression? Où en est cette maxime? RT France a été interdit à cause de la propagande pro-russe. X, donc Twitter, et Elon Musk sont menacés, on l'a vu avec Thierry Breton, de fermeture par l'Union européenne. Des chaînes YouTube sont fermées sans préavis. Des comptes ont encore sauté hier soir, des comptes qualifiés à droite, ce qui a fait réagir Éric Zemmour et Marion Maréchal, ont sauté sur Insta sans préavis. Et des lois, encore et toujours des lois, qui limitent la liberté d'expression pour préserver, bien sûr, la tranquillité publique. Dans une société où la communication est devenue reine, dans une société du tout communication, que reste-t-il de cette liberté conçue comme règle? Et peut-on dire aujourd'hui que finalement la maxime s'est inversée, la police est la règle et la liberté est devenue l'exception? En Angleterre, je vous l'ai dit, on punit d'emprisonnement des retweets appelant à la haine ou relayant des thèses dites d'extrême droite. Mieux encore, on vient effectivement à une loi, un code de déontologie vient d'être modifié, venant à permettre l'interdiction de soins de personnes dont les propos seraient jugés racistes, toujours en Angleterre. En France, on dépose une loi anti-Casas Novas qui prohibe tout discours dissident sur la santé, car celui-ci est dangereux. On propose de criminaliser l'antisionisme, conçu comme une critique de l'État d'Israël, entendu comme antisémitisme. On ferme une chaîne de télévision, alors avant même C8, il y a RT France, mais je pense à C8, qui est en raison des libertés prises par son animateur phare pour garantir la liberté d'expression, on vient supprimer la liberté de C8 de pouvoir continuer à émettre. On signale en masse des comptes sur les réseaux sociaux pour les faire fermer, et la technologie permet de le faire avec les bots et avec les algorithmes et toute la problématique que ça pose. On pénalise les discours climato-sceptiques en refusant la parole aux promoteurs d'une autre vision de la santé, de l'environnement, de la science, du monde et de leurs rapports. C'est cacher cette opinion dissidente que je ne saurais voir. Et alors, le paradoxe de l'histoire, c'est pendant que la liberté des uns s'effrite, celle des autres s'emballe comme un cheval complètement fou que même le plus émérite des cavaliers ne peut plus arrêter. Et de fait, on a une liberté totale de promotion de l'hypersexualité, de l'hypersexualisme, notamment des enfants. On a une liberté de promouvoir la polygamie, qui pourtant est interdite en France, à travers le doux vocable et la douce image du trouble, branché et hyper cool. La liberté de transitionner, de promouvoir la transition de genre des enfants, même à 5 ans, c'est en Suisse une catastrophe en ce moment. Aucune contrainte, la liberté est la règle, il est interdit d'interdire. Liberté de faire peur, liberté de terroriser, hier le Covid, aujourd'hui le monkeypox. Et dans tout ça, comment est-ce qu'on s'y retrouve? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce soir, j'ai pris un parti un peu différent de celui d'habitude, et c'est un parti, au fond, qui est un peu initiatique, en quelque sorte, initiateur, si je puis dire. Plutôt qu'un speech, plutôt qu'un cours, plutôt que, on aura l'occasion d'en avoir, des cours, notamment pour les adhérents de l'association, mais plutôt qu'une causerie seule, d'une heure, 1 heure et demie, j'ai pas voulu faire ça, j'ai voulu
plutôt partir d'histoires de vie ordinaires, d'histoires de vie presque caricaturales, tant elles sont absolument grotesques finalement dans leur expression. Partir de tranches de vie pour discuter in concreto de la liberté, celle des autres, car les intervenants de ce soir, vous allez le voir, de liberté, ils n'en ont qu'une, au fond de se taire. On parle évidemment ici de la liberté d'expression. On va en parler beaucoup, je vais vous présenter évidemment nos invités dans un instant. Mais d'abord, je voudrais peut-être en introduction faire un tout petit point quand même sur la liberté d'expression. La Cour européenne des droits de l'homme dit qu'elle est fondement de la démocratie. Elle dit qu'elle occupe dans le système des droits fondamentaux une place essentielle. C'est ces mots. Condition essentielle, dira-t-elle, de la liberté de la pensée. Elle exprime l'identité, l'autonomie intellectuelle des individus, conditionne leurs relations aux autres individus et à la société. C'est quand même fou. C'est quand même fou d'être capable de donner une telle place, au titre de l'article 10 de la Convention, à la liberté d'expression, pour en arriver finalement à considérer à la lumière de la jurisprudence que toutes les jurisprudences constitutionnelles, mais également européennes, c'est-à-dire toutes les jurisprudences des États, et puis la jurisprudence de la CEDH, arrivent à dire que la liberté d'expression occupe une place à part au sein des libertés et des droits. Elle est fondement de la démocratie. Cependant, ce qui est assez curieux, c'est qu'au fond, la Cour va elle-même poser des restrictions à cette liberté. Notamment, elle va dire que cette liberté n'existe pas pour les propos incitant à la haine, alors qu'elle ne définit pourtant juridiquement jamais cette même notion. Il y a un arrêt intéressant qui vous illustre un peu le problème. Dans cette affaire, des tracts avaient été distribués dans des lycées, présentant l'homosexualité comme une perversion, ou plus exactement comme une propension à la déviance sexuelle qui pouvait avoir un effet moralement destructeur sur les fondements de la société. Et du coup, les distributeurs, les organisateurs de cette campagne de tracts ont été condamnés pénalement et ils ont fait un recours devant la CEDH sur le fondement de la liberté d'expression, entre autres, et ce recours a été rejeté au motif que les discours de haine n'étaient pas protégés par la liberté d'expression. Sauf que le problème qui va se poser dans cet arrêt, qui a perturbé un peu les commentateurs, les plus honnêtes, c'est de dire, mais il n'y a pas d'appel à la haine là-dedans. Il est où votre appel à la haine ? Il n'y a aucun appel à la haine dans le fait d'émettre une opinion dissidente sur l'homosexualité et n'appelant à aucune haine directement à l'égard d'une communauté quelle qu'elle soit. Sauf que la Cour va du coup, consciente de ça, faire une espèce d'artifice juridique dans lequel elle va dire l'incitation à la haine ne requiert pas nécessairement l'appel à la haine. L'incitation à la haine ne requiert pas nécessairement l'appel à la haine, sous-entendu appel direct, à tel ou tel acte de violence, ni à un autre acte délictueux. Donc, les atteintes aux personnes, c'est ce qu'elle dit, commises en injuriant, en ridiculisant ou en diffamant certains groupes de la population suffisent pour que les autorités privilégient la lutte contre le discours raciste, par exemple, face à une liberté d'expression exercée d'une manière irresponsable. En d'autres termes, la Cour européenne des droits de l'homme consacre le procès d'intention. C'est ça qu'elle fait. Mais alors, c'est intéressant parce que la ridiculisation, est-ce que dans cette affaire, on ridiculisait les homosexuels ? Non, ce qu'on disait, et on peut ne pas être d'accord naturellement, mais on disait que l'homosexualité est une propension à la déviance sexuelle qui peut avoir un effet moralement destructeur sur les fondements de la société. C'est une vraie problématique, c'est un sujet d'intérêt général. La question de la place de l'homosexualité, plus particulièrement chez les jeunes, et est-ce que, on ne parle pas de l'homosexualité, mais on parle effectivement que finalement, indirectement, la promotion de l'homosexualité, puisqu'on est là, et on interroge un débat d'intérêt général. Bon.
Très bien, moi je suis d'accord avec cette position, de dire il faut dans ce contexte privilégier, au fond, la lutte contre le discours raciste, mais pas seulement, contre le discours d'incitation à la haine, face à la liberté d'expression exercée de manière irresponsable. Mais alors, pourquoi, dans ce contexte, est-ce qu'on me fait un procès moral lorsque je dis que je vais attaquer ce qu'on va faire là, ce qu'on a déjà commencé à faire du reste, attaquer la cérémonie d'ouverture des JO? Où est le problème alors? Il y a bien une incitation à la haine à destination des catholiques, des chrétiens d'une façon générale. Alors non, mais parce que c'était un tableau... Non, enfin, à un moment donné, tout le monde est d'accord pour dire que, à partir du moment où je me suis senti offensé et qu'ils ont reconnu au départ que c'était la scène, il n'y a aucun débat là-dessus. Bien. De la même façon, Charlie Hebdo, j'ai été saisi là. Donc il n'y a pas de problème, on n'est plus Charlie. Alors personne ne peut me reprocher de ne pas être Charlie, il n'y a pas de débat. Puisque au nom de quoi est-ce que, au fond, je n'aurais pas le droit de venir distribuer des tracts dans un lycée sur un sujet d'intérêt général, mais voici qu'on aurait le droit de venir, je reprends l'expression de la Cour, attenter aux personnes en injuriant, ridiculisant. Je suis désolé, la Vierge Marie, dans la nouvelle une de Charlie de cette semaine, moi j'ai été saisi de ce chef, eh bien ridiculise de façon ouverte la Vierge Marie et donc la croyance de tout un peuple, de toute une communauté. De la même façon, quand je viens, que ce soit les juifs ou les musulmans, peu importe, discriminer ou en tout cas ridiculiser les religions, on me dit mais c'est le propre de Charlie. Mais je ne comprends pas. Mais c'est la liberté d'expression. Mais enfin, la liberté d'expression, manifestement, ne peut pas être exercée, nous dit la Cour, de façon irresponsable. Bon. Donc c'est quand même une question intéressante. Alors, je vais vous présenter évidemment nos invités dans un instant, mais avant ça, je vais vous parler de moi. Je vais vous parler de nous. Comme ça, on évacuera, on met le moins important en premier, en tout premier, avant nos invités, et comme ça, on évacuera le débat. Parce que la liberté d'expression, moi, j'en connais un rayon, pour deux raisons. D'abord parce que j'ai été condamné sur la façon de l'exercer, c'est-à-dire que notamment, j'ai été condamné disciplinairement, où mon ordre m'a expliqué que je venais, eh bien, porter atteinte à l'image de la profession d'avocat, non pas sur ce que je dis, mais sur la forme. Voici désormais qu'il y aurait donc des propos admissibles sur le fond, mais la forme elle-même serait condamnable. C'est ça que dit l'ordre. Et ça pose une vraie question, parce qu'on m'a dit, vous êtes outrancier. C'est sans doute vrai. Mais où est-ce qu'il est écrit que je n'ai pas de droit à l'outrance? Où est-ce qu'il est écrit que donc, il n'existe pas de droit à l'outrance, là où la Cour européenne des droits de l'homme elle-même est venue consacrer le principe de l'immodération? Où est, comment j'explique que je suis condamné, et voilà, c'est un fait, hein, j'ai été condamné, c'est comme ça. Tandis que la Cour de cassation reconnaît à mon confrère Eolas, qui se torchait avec l'Institut pour la justice, qui est un institut qui défend les victimes de crimes graves, il se torchait avec elle, ce qui est une injure caractérisée quand même. La Cour de cassation, après avoir été condamnée, la Cour de cassation dit non, c'est un débatteur public. Et dans le cadre du débat public, on s'emballe, le droit à l'emballement. Ce que j'observe, c'est qu'au fond, d'une certaine façon, tout ça est un peu au gré du vent. Mais ce que je note, c'est que la problématique de liberté d'expression, chez nous, elle s'est posée de façon particulière, et juste en 10 secondes. Pauline, vous le savez, pour ceux qui nous suivent, a été opérée en février dernier, donc restée 5 jours à l'hôpital. Elle a été opérée en présence constante de 2 gardes du corps, de 2 agents de sécurité, 2 agents de protection rapprochés. C'est-à-dire qu'en fait, pendant 5 jours, il y avait 2 molosses à la porte du bloc, en premier, et à la porte de la chambre, ensuite. Pourquoi ? Eh bien parce que ma liberté d'expression m'a valu des menaces de mort, en ce que j'ai expliqué, sur Twitter notamment, principalement sur Twitter, que Israël n'avait pas tous les droits. Et je continue de le dire d'ailleurs. Je continue de dire, et j'assume, de dire que Israël n'est pas au-dessus du droit international, et qu'à ce titre, eh bien, il y a 2 problèmes, un problème philosophique et un problème juridique, sur la guerre juste, et que non, Israël ne peut pas bombarder à souhait, à temps et à contre-temps, et en fonction
du vent et en fonction de ses propres considérations de justice et de vengeance, toute une population, et ce maintenant plusieurs d'ailleurs, et ce de façon continue. Peu importe qu'on soit d'accord avec moi ou pas. Peu importe que l'on soit effectivement en accord avec mes positions ou pas. Mais il s'avère que j'ai été traité d'antisémite plusieurs fois. Ça, mon Dieu, c'est juste un délit, hein, antisémite. Donc j'étais accusé d'être délinquant. On a demandé à ce que mon compte saute, ce qui n'a pas marché. Et ensuite, eh bien, parce que ça n'a pas suffi, on m'a envoyé des messages téléphoniques de mort, des messages téléphoniques de menaces de mort, des vraies menaces, j'entends, en me disant, on sait où ta fille sera hospitalisée, on sait effectivement, on s'est renseigné, alors je n'avais rien publié hein, sur l'endroit où ma fille sera hospitalisée, ça va de soi. Et donc à un moment, je suis pas le seul, hein, moi j'ai pas déposé plainte pour le coup, ou je sais plus, bref, quoi qu'il en soit, ce que je veux dire c'est que nous avons été un certain nombre à défendre cette position, à avoir été véritablement harcelés. J'observe que cette liberté d'expression-là, elle s'est traduite ensuite par des menaces de mort qui, elles, sont interdites, par du cyberharcèlement qui est interdit. Et pourtant, ceux qui ont déposé plainte, eh bien, les plaintes, elles sont finalement, le parquet est très occupé. On comprend, il est très occupé. Effectivement, vu la délinquance française, il est très occupé. Simplement, ce que j'observe, c'est qu'en face, ce que j'observe, c'est que finalement, très vite, lorsque le parquet le décide, vous pouvez effectivement avoir des plaintes qui sont traitées très, très, très vite. On voit, hein, moi j'ai aucune sympathie particulière ni aucune antipathie particulière, mais on voit des groupes pro-palestiniens, encore une fois, je ne rentre pas dans le fond du débat, mais je note que ces derniers ont été convoqués FISA par la police, parce qu'ils harcèlent. Mais lorsque finalement ça m'a à l'envers, bah bon. Et voici ce que je disais tout à l'heure, la liberté pour les uns, la police pour les autres. C'est exactement là où nous arrivons. Nous arrivons du coup à une question d'autocensure et nous verrons ça dans un instant parce que je crois que nos invités vont vraiment, pour le coup, beaucoup nous éclairer. Alors nos invités, je vous les présente évidemment. Alors, en premier, vous avez évidemment Thierry Kalasnovas. Thierry Kalasnovas, qu'on va faire monter dans un instant. Thierry Kalasnovas, tout le monde le connaît. Hein, c'est le gourou par excellence. Thierry Kalasnovas, c'est l'ennemi public numéro 1. C'est le naturopathe aux millions d'abonnés sur YouTube. Le gourou de secte crudivoriste. Alors, est-ce que Thierry Kalasnovas est avec nous Augustin, est-ce que pour le monter J'en profite pour répondre aux questions. Attends. Ah, il est là. J'en profite peut-être pour répondre. C'est pas grave, j'ai vu que Guillaume était là. On peut peut-être faire monter Guillaume en premier. C'est bon, Thierry est là. Clique sur le bouton vert. Voilà, tout le monde est là maintenant. Voilà, donc c'est bien. Attends. Parce que là. Ah ben voilà. Attends, là tu les entends? Ouais. Est-ce que vous m'entendez, messieurs, dames? Tout le monde est là? Thierry Kalasnovas, vous m'entendez? C'est bon? C'est bon. Tout le monde est là? Alors attends, Augustin, parce que moi j'ai un écho. Pour le coup, il faut que tu coupes. Il faut que je coupe mon propre micro. Schlack. Voilà, c'est bon, c'est coupé. C'est bon? Parce que attendez, j'ai un décalage. Vous m'entendez donc, messieurs? Non, moi je vous entends pas par contre, Thierry. Ouais, et donc est-ce que pour le coup la famille Bénédicte est là? Je pense qu'elle a des problèmes de connexion. Problème de connexion, ok, c'est pas grave. Donc Thierry, je vous entends pas par contre, moi. Non. Mais bon, le temps qu'effectivement vous réglez vos problèmes de micro, on va peut-être vous présenter ce Guillou parce que. Bah,
votre histoire est singulière. Alors, Guillaume Guillou, vous êtes, vous êtes une victime collatérale. Vous êtes effectivement coach sportif, vous avez une entreprise, finalement vous êtes un citoyen tout à fait ordinaire. Pas de particularité, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas une personnalité médiatique, vous n'êtes pas une personnalité politique, mais vous avez eu un travers grave, vous avez commis une faute grave, vous avez basculé du côté obscur de la force lorsque vous avez effectivement manifesté votre indignation devant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sur les réseaux sociaux et en particulier sur Insta. À ce moment-là, cette indignation, elle a suscité eh bien, des insultes, non seulement des insultes, mais du harcèlement, un appel au boycott, on s'est pris à votre entreprise. C'est allé très très loin puisque les chiffres sont extravagants de signalement. On a cherché à faire fermer votre compte. C'est d'une gravité absolument exceptionnelle. Et vous avez donc eu à subir un cyberharcèlement. Alors, c'est amusant cette histoire parce que je voudrais, si vous voulez bien, qu'on mette à l'écran 2 éléments sur cette cérémonie d'ouverture. D'abord, évidemment, rappeler de quoi on parle. Hein. Vous allez nous le rappeler, mais peut-être effectivement, si on a l'image, c'est bien. Et en tout état de cause, j'aurais voulu qu'on mette cette image au terme de laquelle, cet article, au terme duquel on nous dit dans la presse que c'est l'organisateur qui était cyberharcelé et le parquet a ouvert une enquête. Ça relève un peu de ce que j'ai dit tout à l'heure, de cette espèce de liberté pour les uns et d'obligation pour les autres. Alors, peut-être revenir un peu sur votre histoire, mais avant peut-être vérifier que Thierry nous entende. Oui, moi je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez là? Pas, pour le coup. Vous n'avez pas un problème de micro là? Vous m'entendez toujours pas? Ah. Parce que M. Guillaume... Là, moi, Oui, parfaitement. Ouais, moi aussi je vous entends. Moi je vous entends, Monsieur Casanova, je vous entends aussi très bien. Oui, donc c'est du côté de chez Divisio, je pense qu'ils ont un souci. Ouais. Alors, c'est pour ça. Quoi? Tes AirPods se sont déconnectés. Essayez de parler. Là, vous m'entendez? Ouais. Voilà. Thierry? Là, c'est mieux. Là, c'est mieux comme ça. C'est mes AirPods qui sont déconnectés, c'est de ma faute. Là, vous m'entendez? Ouais, absolument. Donc, je vous disais, je vous disais qu'on va peut-être commencer par vous. Donc, commencer par vous, Monsieur Guillou. Alors, j'ai presque envie de dire très simplement. Racontez-nous. Donc, je répète, hein, vous n'êtes pas une personnalité médiatique, vous n'êtes pas un gourou, vous. Contrairement à votre voisin, vous n'êtes pas un gourou. Vous n'avez pas effectivement 2 millions d'abonnés sur YouTube et vous ne prônez pas la naturopathie ni le crudivorisme. Non, on prône le bien-être par l'activité physique et donc j'ai créé une société qui développe un sport qui s'appelle le CrossFit et qui développe le développement personnel par le développement des qualités physiques. Et le problème, c'est que quand on veut que l'activité physique permette aux gens de s'élever mentalement, eh bien, on crée une culture autour de l'activité physique et on crée un système de valeurs autour de ça. Et clairement, moi, étant né en France, baptisé français, de parents immigrés italiens et vietnamiens, je suis baptisé catholique et comme beaucoup d'autres Français, j'ai été extrêmement choqué par la cérémonie d'ouverture. Et sur mes réseaux sociaux. Oui, pas seulement de français d'ailleurs, bien sûr. Et j'ai été extrêmement choqué par ce que j'ai vu. Et j'ai fait un post sur mon réseau social personnel, c'est important. En expliquant que j'avais eu du mal pendant des années quand on me parlait des références sataniques autour de certaines œuvres sponsorisées par le ministère de la Culture en France. Et que là, fallait se rendre à l'évidence. Hein, Thomas Joly, quand on voit son travail depuis qu'il est à l'Opéra de Paris, et quand on voit la cérémonie d'ouverture, et j'ai envie d'ajouter de fermeture des Jeux Olympiques, on ne pouvait pas nier l'évidence sur le sujet. Donc de là, je me suis fait bien commenter ma page par beaucoup de gens qui étaient totalement d'accord avec moi. C'est le post qui a eu le plus de succès de ma page sans le vouloir sur ces derniers mois. Et d'un autre côté, j'ai subi des attaques. Alors ça a commencé en commentaire avec des gens qui m'expliquaient que c'était totalement faux et que j'étais un méchant facho et homophobe, sachant que dans mon post, il est toujours en ligne, j'invite les gens à aller le lire.
il n'y a aucune référence à la sexualité de la personne qui a mis en scène les choses. Et encore moins envers les acteurs. J'explique juste que c'est quand même un profond scandale. Après, on est venu m'expliquer que c'était moi qui n'avais pas compris le talent de Thomas Joly. Attendez, Et je vous que coupe parce j'étais que ce juste que un vous dites. minière inculte. Attendez, je vous coupe parce que ce que vous dites est important. C'est-à-dire que par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, dans votre poste, alors que moi je l'ai vu, hein, vous n'avez pas, on est d'accord, il n'y a aucune attaque il n'y a pas, disons les choses simplement, il n'y a pas d'homophobie, il n'y a absolument à aucun moment une attaque ni personnelle, ni effectivement culturelle, ni entre guillemets sexuelle. Non, aucunement. Et j'étais donc en train de donner un stage et je vois que dans mes stories apparaissent des comptes dits woke actuellement qui me taguent en story. Donc je clique sur la story sur laquelle on me tague et en fait ils ont repartagé mon post en me faisant des doigts d'honneur, en me traitant de facho, d'homophobe, évidemment de raciste, oiseau, que j'étais un masculiniste toxique. Alors qu'il faut savoir que je prône un sport où, en fait, dans ma clientèle, on a fait une étude, on a 60% de femmes. Donc, pour un masculiniste toxique, je pense que je fais le plus gros de travail en France actuellement sur l'épanouissement physique et intellectuel des femmes dans la société française. Il va m'expliquer à moi que je suis un masculiniste toxique. C'est quand même vraiment une blague. Et donc, moi, en réponse à ces attaques qui sont de vraies pures insultes, je suis allé repartager des posts de leur page en disant regarde, moi c'est quelqu'un qui m'a expliquant à partir de ce moment-là, j'ai pris une deuxième vague de harcèlement où là dans des groupes privés, on a invité à aller mettre des avis négatifs sur ma page YouTube sur ma page Google afin de faire alors, ma page professionnelle, la page de ma société. Moi j'ai 5 employés à temps plein. Voilà, page de mon entreprise. Je paye 100 000 euros de TVA par an. J'ai 5 employés. Je me fais esquinter par l'URSSAF. Je fais partie des 20% d'entrepreneurs qui permettent à 80% de la société française de tourner. Et la plupart, en plus de ces comptes qui m'ont attaqué, donc Camille et Justine, Cœur-Nichon, d'autres gens sponsorisés par notre argent public pour faire des posts dans des médias sponsorisés d'argent public, donc avec mon argent que je paye par mes impôts parce que je travaille 80 heures par semaine depuis 12 ans pour avoir la belle société, le succès que j'ai actuellement, se permettent de venir m'insulter publiquement, alors qu'il faut savoir de base que ces comptes, je ne les connais ni d'Adam, ni d'Ève, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que j'ai découvert ces comptes-là, non pas en les taguant et en les attaquant, mais parce que eux ont pris mon poste et m'ont publiquement insulté. Ils ont tenté donc, en fait, au vu du succès de mon poste et de ma réaction, de me discréditer en remettant en cause mon honorabilité. Et actuellement, c'est la mode. Je pense que ça va durer encore quelques temps si on ne va pas au contact. C'est-à-dire que je ne peux pas argumenter l'inverse de ce qu'il dit parce que ce qu'il dit est vrai. Donc, comme son propos ne m'arrange pas, je vais le déshonorer, je vais le disqualifier publiquement en le traitant donc de la base. La base, le package, c'est homophobe, xénophobe, raciste, facho. Pour moi, c'est un petit peu le pack. Normalement, quand vous en avez un, vous prenez les 4. Donc, ce qui va permettre de discréditer l'honorabilité de mon interlocuteur, rendant inaudible son propos. Alors, la particularité, c'est que ça n'a pas marché. Mais il y a un puisque truc moi, j'ai intéressant dans ce que développé, vous comme dites. je Je vous disais... coupe parce qu'il y a un élément intéressant Dites-moi. dans ce que vous évoquez et sur lequel je voudrais que Thierry Casanova réagisse parce qu'au fond, on y retrouve quelques traits communs là-dedans. C'est-à-dire, finalement, des gens que vous ne connaissez pas, à qui vous avez... qui peuvent ne pas être d'accord avec vous, c'est pas le problème, qui un matin ou un soir se trouvent à prendre la tête d'une véritable campagne de harcèlement. C'est un peu, finalement, il y a quelque chose de votre histoire là-dedans, Thierry. Ah bah oui, absolument. De toute façon, il y a plein de choses qui sont parallèles. Ce qui est parallèle, c'est la disqualification sociale, effectivement, parce que c'est toujours pareil. On tague la personne avec des qualificatifs qui sont des qualificatifs qui sont socialement réprouvés de l'époque. Donc, homophobe, misogyne, moi dans mon cas, ça a été ça aussi. Extrême droite, bien sûr, donc facho, réactionnaire et ainsi de suite. Et l'autre dimension aussi, c'est l'attaque commerciale. Parce que moi, c'est pas mon entreprise qui a été attaquée directement, mais c'est des partenaires que je pouvais avoir qui ont été tagués et sur qui on mettait une pression en disant « Mais vous collaborez avec Thierry Casasnovas, si vous n'arrêtez pas de collaborer avec lui, on va vous afficher publiquement et on va vous lancer une campagne, un raid numérique. »
Donc les techniques, elles sont exactement les mêmes, et c'est des groupes qui sont relativement organisés et qui partagent une méthodologie qui est toujours la même, effectivement. Et qui Alors sont c'est des vrai groupes de parce que ça, c'est un sensibilité. point sur lequel je voulais réagir, sur Guillaume, parce que c'est le point et qui peut-être est le parallèle avec Thierry Casasnovas. On n'est pas, ces meneurs, appelons-les comme ça, ne sont pas n'importe qui. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas des gens qui sont désorganisés, c'est pas des gamins de 15 ans qui, un jour, vont décider, allez, les hormones chatouillant, d'aller effectivement, j'ai envie de dire, libérer leur impulsion. C'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Sur le fait que vous êtes aujourd'hui dans une situation où vous êtes la victime, entre guillemets, de meneurs, en fait. Non, mais l'anecdote qui est complètement folle, c'est que, alors moi je suis quelqu'un qui vient des sports de combat, je viens des métiers de la sécurité, donc moi j'ai un réflexe archaïque qui fait que quand on vient me puncher, je punch en retour. Donc je me suis fait attaquer, j'ai répondu en rigolant, en étant drôle, ce qui a fait que j'ai pris 7000 followers instantanément sur mon petit compte Instagram qui en comptait 47 et qui compte maintenant 54 000 followers. J'ai pris 3600 personnes sur YouTube, ce qui m'arrange parce que YouTube, vous le savez tous, c'est très dur à développer. Donc j'ai complètement retourné la situation et je me suis vraiment permis de les tourner en dérision, mais toujours dans le respect du cadre légal. Et voyant que ça ne fonctionnait pas, ils sont montés crescendo. C'est-à-dire qu'ils sont allés envoyer mon post à des gens qui avaient des plus gros comptes, comme Maxime S, par exemple, et cumulé, j'ai fait un peu le calcul entre Cornichon, Camille Justine, Maxime S, on atteignait pas loin des 1 million de followers sur Instagram qui appelaient à me diffamer, aller polluer la page de ma société sur Google, me boycotter, etc., etc. Alors, l'anecdote, c'est qu'au lieu de plier, et j'ai déjà eu ces discussions, de faire l'autruche, parce que généralement, devant cette pression sociale qui arrive, ah bah, les gens ont peur, donc tout de suite, ils mettent leur compte en privé, tout de suite, ils font le dos rond, tout de suite, ils se disent, bon, ben, on va attendre que la ferveur redescende, et peut-être que les gens vont oublier. Moi, je fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis un bosseur acharné, je suis un combattant, et en fait, je n'ai rien à me reprocher. Et le tribunal, j'y suis déjà allé pour mes idées, donc en fait, je vais y retourner. C'est-à-dire que là, j'ai décidé d'attaquer, puisque j'ai fourni les preuves dans la procédure judiciaire des centaines de harcèlements que j'ai vécu. J'ai la preuve factuelle des messages que ces gens ont envoyés dans des groupes privés de plus de 500 personnes appelant à venir polluer les avis Google de ma société. Et alors, ce qui est très intéressant, et là où les gens n'ont pas compris à qui ils s'attaquaient cette fois-ci, c'est qu'en fait, moi, ma communauté de clients, ça fait 12 ans que je bosse dessus. C'est des gens qui me font confiance à la fois sur l'activité physique, sur le développement personnel, sur leur alimentation. J'ai des clients qui sont vraiment convaincus. Et ce qui a fait que mon entreprise a explosé, c'est que quand un client rentre chez moi pour quelque chose, eh bien, il est tellement satisfait qu'il veut autre chose. Et donc, vous devez comprendre que cette culture que j'ai développée depuis ces 10 dernières années, enfin, c'est pas Camille et Justine qui vont faire quoi que ce soit. C'est pas Cornichon qui va changer quoi que ce soit. Avant de laisser la parole à la famille de Petit Bénédicte, il y a un élément qui est intéressant sur M. Casasnovas, on y reviendra tout à l'heure, mais là encore, on retrouve une similitude. C'est-à-dire que ce que je relève pour ma part, c'est, vous l'avez dit, cette volonté d'attaquer l'entreprise à travers d'une méthode. Alors ici, c'est directement l'entreprise, mais là, c'est eh bien, à travers les partenaires commerciaux, une volonté de discréditer. Mais, et c'est le deuxième point intéressant, c'est qu'au fond, comment dire, on a affaire à une espèce de surenchère. Bien sûr, ça ne ils s'arrête ne pas. supportent pas qu'on s'oppose. C'est-à-dire Ah. que si vous ne pliez pas, ils augmentent l'attaque. Et là, le Et- problème, c'est qu'il y a eu la troisième phase où ils n'ont pas... Enfin, quand ils ont compris que j'étais très sérieux, j'ai déclenché une cagnotte Litchi pour porter plainte contre eux. Et quand ils ont vu, alors là, vraiment, le flip est monté au maximum chez eux. C'est qu'en fait, ils n'avaient pas capté que, un, ils allaient me renforcer, deux, ils allaient me faire une com de dingue. Et j'ai récupéré 30 000 € en 24 heures pour les attaquer. Alors Et ça, je pense que c'est ce qui a fait qu'ils m'ont lâché. Parce qu'ils m'ont alors lâché ça, depuis, hein, je vous le dis. effectivement, Ils m'ont lâché. Ils ont pleuré 24 heures en disant « Oh là là, mais comment il a fait pour récupérer autant d'oseille pour nous attaquer? Mais en fait, quel est ce démon ?» Et dans les 24 heures, après avoir un petit peu pleuré des larmes de sang, ils ont disparu. Camille et Justine s'est retirée d'Instagram. Cornichon a pleuré qu'il fallait qu'il déménage de Paris parce que sa vie était trop compliquée, il cherche un appart à Bordeaux. Et Maxime S a fait une story. Et ça s'est terminé. Parce qu'en fait, les gens n'avaient pas mesuré que là, cette fois-ci, en fait, ils attaquent très souvent et très souvent, les gens plient.
Mais parce que très souvent, les gens sont seuls. Mais là, ils n'ont pas compris la déferlante qu'ils ont pris là. L'élément aussi de comparaison, c'est là-dessus où je voulais en venir, Thierry, c'est sur ce fait que, en fait, à un moment, on a une espèce d'émulation. On va chercher des gens pour renforcer notre positionnement de harceleur. C'est un peu ce que vous avez vécu, on y reviendra plus longuement tout à l'heure, mais je pense que c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que vous avez vécu la même chose finalement. Ah oui, absolument. Et par exemple, le fait d'aller chercher des gros comptes YouTube pour leur proposer un sujet, puis c'est très marrant parce que ces comptes YouTube, s'attaquer à vous, c'est absolument pas leur cœur de métier. Enfin, d'un seul coup, ils sortent une vidéo sur Casas Novas ou sur quelqu'un d'autre, alors qu'en fait, c'est des vidéos, c'est des chaînes de jeux vidéo. Donc, on se demande ce que ça fait là. Simplement, ils ont beaucoup de visibilité. Quelqu'un les a contactés pour leur dire, attends, là, il y a un sujet, là, il y a un mec, il faut le dézinguer, on va se faire plaisir. Faut remarquer que c'est souvent une population relativement jeune. Et moi, sans vouloir faire le vieux con d'une certaine manière, qui a un fonctionnement souvent très idéologique. Et on trouve ça dans des milieux, effectivement, milieu woke, milieu de gauche, milieu végétarien, vegan ou des choses comme ça. Et avec une approche idéologique très, très forte, des gens qui sont persuadés de détenir la vérité. Et au nom de cette vérité, ils peuvent tout détruire. Parce qu'en fait, la personne en face, que ce soit moi ou que ce soit les autres intervenants, représente le mal incarné, représente le faux. Et donc, ils ont tous les droits et ils vont utiliser toutes les méthodes pour détruire derrière. Par contre, le fait qui est intéressant, c'est qu'en fait, si on sait utiliser ça d'une manière intelligente, eh bien, ça peut faire une pub extraordinaire. Ça a été mon cas, c'est le cas pour l'intervenant précédent. Je veux dire, moi, j'ai jamais autant gagné de visibilité que depuis un an. Ma chaîne, elle a quadruplé sur YouTube. C'est un effet. Enfin, il y a rien qui aurait pu me permettre d'avoir ça. Donc ça montre aussi que effectivement, il faut pas se coucher. Ça, c'est le premier des trucs. Il faut surtout pas se coucher. Il faut surtout pas raser les murs. Moi, j'ai certainement trop attendu parce que j'avais une politique de ne pas perdre mon temps à attaquer en justice. Et ça, peut-être avec le recul, je reverrai ma position parce que je pense qu'il vaut mieux faire autrement. Mais voilà, ça a été vraiment l'apprentissage de ce truc-là, c'est surtout de ne pas se coucher. Je suis complètement d'accord. Alors, si je peux me permettre un ajout, c'est que moi, je suis peut-être d'une génération légèrement plus jeune parce que j'ai 36 ans et je suis dans cette ère de l'instantané où il faut battre le fer tant qu'il est chaud. C'est-à-dire que moi, j'ai cherché le nom d'un avocat réputé, ma communauté m'a envoyé le portable de Monsieur Divisio. Vous pouvez être sûr que le lundi matin, ou si c'est pas le mardi matin, alors que ça s'est passé le samedi, j'avais déjà contacté Fabrice, mon équipe avait déjà lancé la cagnotte et on a contre-attaqué systématiquement. Et je pense que c'est l'instantanéité qui les surprend. C'est-à-dire que comme ils ont l'habitude d'avoir le pouvoir et d'être avec des gens qui se plient, quand ils tombent sur un combattant qui renvoie coup pour coup et en plus qui surenchérit plus qu'eux, là d'un coup ça commence à tousser, ça commence à bugger. Moi j'ai enregistré des stories de leurs réactions, en particulier celle de Cornichon. Il fallait voir l'attitude. Où là d'un coup, ils ne comprenaient pas pourquoi ils recevaient autant d'agressivité. Mais c'était pas joué. C'était vraiment, non mais attendez, là j'ai pas mesuré. Là ce serait bien qu'on fasse Punzi les enfants, parce que là j'aimerais avoir le droit de faire une pause, parce que là en fait le mec en face, j'avais pas mesuré. Et en fait, j'invite tous les gens qui sont victimes à faire ça, il faut qu'on arrive à déplacer la fenêtre d'Overton de ce qui se passe. C'est-à-dire que vous l'avez très bien dit en préambule, c'est complètement ok quand on est gauche et haute de complètement se victimiser. Thomas Joly porte plainte pour harcèlement, incitation à la haine, etc., etc. C'est-à-dire que quand c'est eux qui portent plainte, c'est complètement ok, mais quand c'est nous qui portons plainte pour injure publique, alors là ils comprennent pas. Quand c'est eux qui font des cagnottes litchi, quand c'est eux qui font des cagnottes litchi parce que vous comprenez, eux ils sont attaqués, ça pose pas de problème. Par contre, quand c'est leurs opposants qui le font et que ça a du succès, non mais les gens ils sont vraiment pas sympas. C'est-à-dire que tout ce qui pense comme eux est normal, tout ce qui pense autrement que eux ne devrait pas exister. Mais par contre, comme à l'heure des réseaux sociaux, tout le monde, les algorithmes vous mettent dans votre fil d'actualité que des choses qui vont dans votre sens, et bien d'un coup, quand leur monde percute le nôtre, mais qu'ils s'aperçoivent qu'en face, il y a une vraie force d'opposition, là d'un coup, leur vrai naturel de fragile ressort. Et là, s'ils pouvaient s'extirper de la situation, je vous garantis qu'ils le feraient. Sauf que moi, là, je suis parti, je vais jamais les lâcher. C'est un élément sur lequel on reviendra tout à l'heure, parce que c'est encore un point commun avec Thierry, sur lequel je voudrais y insister un moment. Je voudrais qu'on laisse la parole un instant
Donc vous êtes la tante de la petite Bénédicte. Alors l'histoire de Bénédicte, on change un peu de registre, mais pas tant que ça, parce qu'il est toujours question de liberté d'expression et de rapport de force. On l'a dit, c'est un autre rapport de force ici, parce que c'est un rapport de force avec l'État, c'est un rapport de force avec les institutions. Alors, l'histoire, pour la conter brièvement, mais vous nous en parlerez un peu plus longuement, elle est simple. Votre sœur a un enfant, pour faire simple, donne naissance à un enfant dans des conditions difficiles, c'est-à-dire que sa santé s'est un peu dégradée, il y a eu des problèmes comme on peut en connaître dans cette fin de grossesse, et sort fatiguée de l'accouchement, très fatiguée de cet accouchement, et cette fatigue va être interprétée, surinterprétée, et au fond, on va considérer que cette fatigue est une fragilité psychologique, si on en prend premier élément, et deuxièmement, votre sœur hésitant parfois sur les conseils qui lui sont donnés par l'équipe médicale, va choisir d'aller se renseigner par elle-même, alors qu'elle est encore à la maternité, sur Internet. À ce titre, ce qui va se passer, c'est donc que ça va être pris pour un affront, le ton va monter, et l'improbable pour le coup, se réalise. On considère que l'enfant est en danger, alors qu'il a quelques heures de vie, et que, à ce titre, effectivement, il doit être placé en foyer. Ce qui va être validé par la justice, tant au niveau local qu'au niveau fédéral. Et du coup, voilà, la situation est celle-ci. Du coup, ce qui m'intéresse, et ce qui intéresse ceux qui nous regardent, c'est que vous racontiez un petit peu ce qui se passe dans ce foyer. Ça fait maintenant 1 an qu'elle y est. La justice suit son cours, c'est un autre débat, on en reparlera, mais il se passe quoi? Quelle est la difficulté à laquelle vous êtes actuellement confronté? Ah, on ne vous entend pas. Et pour le coup, c'est pas mes AirPods. Oui, là, je crois que Voilà, ça devrait être bon. c'est bon. Bonjour. C'est bon. Oui. En fait, c'est même pire que ça. Donc, ma sœur, elle n'était pas juste fatiguée, elle a failli mourir en fait pendant son accouchement. Elle a eu des troubles. C'est la prééclampsie, donc ça fait que vous pouvez mourir d'un instant à l'autre. Je m'en veux beaucoup parce que c'est moi qui l'ai amenée dans cet hôpital. Puis, c'est moi aussi qui me suis disputée avec le personnel, en fait, parce qu'effectivement, on lui demandait de préparer des choses, on lui parlait de façon très, très agressive, on lui reprochait le fait qu'elle avait fait une PMA célibataire. Et puis, en gros, oui, il y avait une sage-femme qui lui demandait de retenir plein de doses de lait. Enfin, c'était un truc de fou. Et ils m'ont dit, oui, on a séparé le bébé, parce qu'au début, ils n'avaient pas fait de signalement. Ils m'ont dit, on a séparé le bébé, on l'a mis en haut, parce qu'elle a posé trop de questions sur les doses de lait. Et puis, je me suis énervée, parce que c'était juste inadmissible la façon dont ils la traitaient. Je leur ai dit que c'était des violences obstétricales, que j'allais appeler la presse, que c'était vraiment inadmissible. Et au moment où je me suis énervée, ils ont dit, on va signaler. Et j'ai pas compris tout de suite ce que ça voulait dire, et ils ont envoyé ce signalement qui a tout provoqué en cascade. Et ma du sœur coup, a alors, fini, à la en suite fait, du signalement, l'enfant a été placé. Et ce qui est intéressant, Exactement. c'est qu'on discute un peu de ce qui se passe actuellement. Parce que vous avez fait ce choix, alors qui est un petit peu le point commun avec nos 2 autres intervenants, c'est que vous vous êtes dit, cette affaire, bon, elle a fait grand bruit sur le plan médiatique. On a passé à l'écran un des articles qui en a traité, mais en Suisse, elle a quand même fait du bruit sur le médiatique. Et vous vous êtes dit, c'est important qu'on raconte notre histoire, et c'est important d'utiliser les réseaux sociaux pour ce qu'ils sont, une caisse de résonance, et avec elle une espèce de lanceur d'alerte, un lancement d'alerte sur les réseaux. En tout cas, vous avez effectivement raconté une histoire. Et là, vous allez raconter quoi? C'est la première question d'abord, parce que vous allez raconter des éléments objectifs. Exactement. Donc on a mis du temps aussi à le raconter parce que c'est un choc terrible quand ça vous arrive. Moi, j'ai vu ma nièce se faire enlever sous mes yeux, et puis après on l'a plus jamais revue. Mais en 2 secondes, vous vous disputez avec quelqu'un, vous dites non, non, ça va pas, et ils vous envoient ce signalement et puis c'est fini. Ils nous ont aussi tous interdit de visite. Et donc, moi, je voulais appeler la presse tout de suite, faire du bruit sur les réseaux sociaux. Les avocats sur place nous disaient non, il faut pas trop en parler, ça va les contrarier, surtout ne dites rien. Donc, c'est un peu la loi du silence. On n'a rien dit pendant 8 mois, on a été interdit de visite dans ce foyer. Donc, personne ne pouvait la voir. Moi, j'ai pas pu voir ma nièce pendant 8 mois, interdit. Ils nous ont même pas rencontrés. Ma sœur, elle avait droit à 2 fois 30 minutes par semaine. C'est extrêmement dangereux. Donc, c'est un nouveau-né qu'ils ont séparé de sa mère sans motif. Ils ont séparé ce nouveau-né de sa mère, de sa famille, et
En fait, tous les jours, on devait appeler. On appelait pour savoir comment Bénédicte allait. On disait tout va très bien, tout va très bien. Et après 10 jours, ils nous ont dit, oh, on l'a retrouvé en état de mort apparente. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un enfant donc, qui est placé et qui est en état de mort apparente. Et ça, vous le dites sur les réseaux. Voilà. Oui, exactement. Donc en fait, sur les réseaux, on a raconté l'histoire de Bénédicte, on a relayé. Moi j'ai mis mon témoignage aussi en ligne, j'en ai fait un. On a très peur, hein, parce qu'on ne sait jamais les représailles qu'on peut avoir. Moi j'ai vu ce qui se passait si pour une simple dispute, on peut se faire signaler. Là, on a effectivement des pressions assez fortes pour qu'on arrête d'en parler. Là, en fait, c'est surtout ma sœur qui les reçoit, là, qui a reçu des choses qui lui demandaient qu'il fallait qu'on arrête en fait de publier des informations, que ça pouvait être pas bon pour Bénédicte et qu'il fallait surtout qu'on arrête de parler de ça. C'est-à-dire qu'en fait, oui, enfin, on vous a effectivement, donc, si je comprends bien, intimé l'ordre de vous taire. Oui. Parce qu'apparemment, le problème, donc ce qu'on a reporté, c'est le fait qu'elle a été retrouvée en état de mort apparente, qu'elle a été séparée de toute sa famille pendant des mois et des mois sans aucune raison. Donc, ils sont incapables même de donner le moindre danger. Ils sont incapables, alors que normalement, c'est le dernier recours. Et puis, c'est comme si c'était enferré là-dedans. Et là, maintenant, ça devient de pire en pire parce que, alors, non seulement elle a tous les troubles qui sont liés à la séparation, et ça, c'est connu, hein, donc elle va avoir des séquelles toute sa vie. C'est la pire maltraitance qu'on puisse faire à un bébé, c'est elle séparer de sa mère. Et donc, elle a été diagnostiquée souffrant d'hospitalisme, elle a un retard de développement, elle a des troubles de l'attachement, donc qui font que normalement un bébé, il a besoin de sa mère, il a besoin d'une figure qui est toujours la même. Là, le fait que la petite n'ait pas pu avoir ça, elle va avoir des troubles toute sa vie. Et ça, on en parle. Et on parle aussi du fait que maintenant, il y a en plus des blessures qui nous inquiètent énormément. Donc, apparemment, dans ce foyer, il lui arrive beaucoup de choses. Donc, ils l'ont retrouvée en état de mort apparente. Ensuite, elle a été hospitalisée au mois de décembre en urgence. Là, maintenant, elle a des bosses à répétition. Donc, d'abord, une première bosse qui est apparue en avril, où ils ont dit qu'elle s'était cognée toute seule la tête contre un mur, alors qu'elle marchait pas, qu'elle rampait pas et qu'elle tenait pas assise. Mais elle a quand même réussi à se cogner toute seule la tête contre un mur. Et puis là, ça n'arrête pas. Elle a eu encore une bosse. Elle a eu des blessures à la bouche. Donc, les photos ont été relayées sur les réseaux sociaux. Une énorme blessure à la bouche, où ils nous ont dit qu'elle s'était fait ça toute seule en jouant avec un Lego. Elle a eu ensuite je crois qu'on en est à la deuxième ou troisième bosse. Et puis hier, il paraît qu'elle s'est encore cognée. Elle était sur le balcon, je crois. Ils ont dit qu'elle était à côté d'un trampoline et puis qu'elle était tombée. Voilà. Et Donc ça n'arrête pas. Nous, on alerte, on alerte, on alerte. Et puis, au lieu de prendre des mesures, la seule chose qu'on nous répond, c'est surtout n'en parlez pas trop, ça va pas être bon pour elle si vous en parlez. C'est-à-dire qu'en fait, c'est intéressant parce que et il y a autre chose, c'est que, sauf erreur, il y a un degré qui a été franchi. C'est pas juste on vous intime de vous taire, on va un peu plus loin. Oui, on va même beaucoup plus loin. Donc, on a créé, donc il y a tout un collectif en fait qui s'est créé. Et il y a eu dans ce collectif, en fait, plusieurs personnes. Il y a par exemple le docteur Rocha qui fait des vidéos. Enfin voilà, il y a toute une série de gens. Et puis, il y a aussi une page Facebook qui a été créée et un compte Twitter. Et donc, la page Facebook a l'air de beaucoup les inquiéter parce que, donc, on a relayé ça. Il faut savoir aussi que dans ce foyer, personne ne peut rentrer. Donc, personne ne peut rentrer. Le pédopsychiatre a essayé de rentrer. On lui a dit que non, que personne ne rentre, en fait. On a alerté le médecin cantonal, tout le monde s'en fiche. Et donc, on a aussi fait des appels à témoins pour savoir ce qui se passait. Donc, on a raconté ce qui se passait. Et puis, l'avocat de ma sœur a reçu, je crois que c'était en avril, il a reçu un courrier du foyer, enfin d'un avocat pris par le foyer, disant que le foyer n'était pas du tout content, qu'il trouvait que c'était des informations calomnieuses, et puis qu'il fallait retirer ça immédiatement. Alors, on ne sait pas quelles informations ils disent, ils considèrent comme calomnieuses, parce que tout ce qui est raconté est vrai. Et puis maintenant, ils veulent me convoquer moi. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je dois être convoquée par la police. Alors c'est intéressant parce que là-dessus, messieurs, je voudrais que on prolonge le dialogue à trois sur cette question parce que, encore une fois, hein, on y trouve quelques éléments de similitude avec ce que vous racontiez, c'est-à-dire un fort qui a le pouvoir, en tout cas qui pense l'avoir, qui l'exerce, et lorsqu'il trouve une réponse en face, bah, à ce moment-là, on lui dit non mais attendez, vous ne pouvez pas répondre, c'est pas normal que vous répondiez. Alors ici, ça prend des proportions évidemment de degrés différents, mais de nature identique, au sens où on a un placement, on a une situation réelle qui est un enfant qui ne va pas bien, en mort apparente, ensuite avec des blessures, et ce qu'on nous dit, c'est non mais vous avez
mésusé, vous avez mal usé votre liberté d'expression. Et du coup, on n'est plus dans le cyberharcèlement, mais on est quelque part dans une autre forme de harcèlement, qui est cette fois-ci une volonté de faire taire en convoquant donc la tante, mais également la mère, ici devant les instances effectivement de police, mais ailleurs en disant dans l'intérêt de votre enfant, il faut vous taire. On y trouve comme des éléments de similitude, vous ne trouvez pas, avec vos histoires réciproques, monsieur Guillou? Moi, je trouve ça complètement incroyable de découvrir cette histoire. Je la connaissais pas du tout. Ça me fait une peine inouïe parce que je suis papa depuis 3 ans et j'ai assisté à l'accouchement. Donc, j'ose même pas imaginer la violence dont ils ont fait preuve. Je suis complètement abasourdi là. J'ai du mal à. Ouais, j'ai les poils qui se hérissent tellement votre situation m'incommode. J'aurais pas imaginé ce que j'aurais vécu à votre place dans la maternité. Et encore une fois, moi, je vois votre profil parce que c'est mon métier. Je ne suis pas profiler, hein, mais c'est mon profil d'analyser les gens. Et je vois que vous êtes une personne dans la souffrance qui a vécu sa vie correctement à peu près toute sa vie, comme votre famille. Et en fait, là, vous arrivez à un âge où vous n'avez plus 20 ans et vous êtes face à des gens. Toute votre vie, vous avez eu peur de l'État. Toute votre vie. Et donc, là, l'État vous met la pression pour la première fois et là, vous allez plier. Et écoutez bien ce que je vous dis, parce que moi, mon père a été agressé par 3 chances pour la France. Je suis intervenu, j'ai massacré les 3 personnes et je suis allé au tribunal. Et au tribunal, on a essayé de m'expliquer que mon père aurait dû se laisser agresser et aurait dû appeler la police et attendre que dans un deuxième temps, on aille les arrêter, etc. Sauf que moi, ça fait 20 ans que je m'entraîne dans les sports de combat pour que si cette situation arrive, je puisse y faire face. Et vous savez quoi ? Eh ben, j'y ai fait face. Et je vais vous expliquer un truc. Je suis déjà allé au tribunal pour diffamation. Je suis déjà allé au tribunal pour coups et blessures contre des gens qui le méritaient. Et je vous le dis là ce soir, s'il faut recommencer, je vais recommencer. Il n'y a aucun problème. Écoutez-moi. Vous ne devez jamais plier. Il y a un phénomène qu'on appelle la honte sociale. Ce que vous êtes en train de faire, c'est un truc qui est très étudié en sécurité et en comportementalisme, c'est que là, vous êtes en train de leur mettre la honte sociale, sûrement pour la première fois de la vie. Et donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train d'essayer de vous pressuriser et de vous casser psychologiquement pour que vous vous taisiez. Écoutez-moi, il n'y a rien de plus fort au niveau sociétal que la honte sociale. C'est-à-dire que là où j'ai fait plier les gens, c'est qu'en fait, j'ai publiquement, devant 50 000 followers et une communauté qui est vraiment, vraiment, vraiment dense en termes d'activité, expliqué que si demain je devais aller au tribunal contre eux, je vais en faire un vlog sur YouTube. C'est-à-dire que moi, je vais médiatiser au maximum parce que j'ai raison, en fait. Vous comprenez ? Et quand vous avez raison, parce qu'il n'y a... Monsieur Divio vous le dira, il n'y a pas de lien entre ce qui est légal et ce qui est moral. Il n'y a pas de lien entre ce qui est juridiquement OK et ce qui est juste et légitime. Vous comprenez ? Ce qui est légal n'est pas forcément légitime et inversement. Donc à partir du moment où vous avez la légitimité et vous avez la morale avec vous, ce qui va vous aider, c'est la honte sociale. Vous ne devez jamais vous taire et vous avez d'ailleurs, à mon sens, beaucoup trop attendu pour les attaquer. On en reparlait avec ce qu'on disait avec M. Casasnovas tout à l'heure sur le côté instantané. Là où ils vous mettent la pression, ils n'ont rien. Ils vont vous convoquer, parce que moi j'ai déjà été convoqué au commissariat de police, et ils vont vous dire attention, ce que vous faites est vraiment, vraiment pas très très bien. Oui, d'accord. Voilà. Diffamation, 500 €. Il n'y a personne qui allait en prison pour une diffamation, ça n'existe pas. Par contre, les dégâts que vous allez leur faire avec votre diffamation, ça va leur coûter autre chose que 500 €. Les réparations qu'ils vont vous devoir quand vous allez les attaquer, ça va leur coûter autre chose que 500 € de diffamation. Donc, ils ne peuvent rien faire contre vous, à part vous impressionner. Et très souvent, les gens qui n'ont pas l'habitude du conflit, qui n'ont pas l'habitude de la guerre, qui n'ont pas l'habitude de la violence, se retrouvent face à ces institutions et sont complètement démunis. Mais vous devez comprendre un truc, c'est que vous avez un truc pour vous, c'est la morale, c'est la légitimité. Et donc, à partir de ce moment-là, vous êtes en position de créer ce phénomène de honte sociale. Il y a un élément... Et croyez-moi, vous allez gagner. Il y a un élément, Thierry, sur ce point sur lequel moi je voulais vous entendre, c'est que ce que je retrouve dans le discours, effectivement, de Guillaume Guillou et à la fois donc, de la famille de Bénédicte, c'est toujours cette disproportion. C'est-à-dire, à un moment, le point de similitude qu'on pourrait y voir, c'est que, en fait, si je viens poser le débat différemment, il y a un problème dans notre affaire. C'est quoi le problème ? Le problème, vous l'avez exposé dans une de vos vidéos, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, on a un échec sur la guérison des maladies. C'est des maladies chroniques. Je veux dire, on a une explosion des maladies chroniques. C'est un fait. Ça, c'est un constat de départ.
De la même façon que le constat de départ, c'est qu'il y a dans la famille Bénédicte, il y a des violences, en tout cas, il y a des violences, je sais pas, mais il y a des traces, il y a quelque chose qui ne va pas au sein de ce foyer, c'est un élément objectif. Et en réponse, on a l'impression quand même que dans votre histoire, comme avec la famille Bénédicte, on dit, écoutez, taisez le problème. Vous êtes le problème. Vous devenez le problème, en quelque sorte. Je ne sais pas si vous partagez cette analyse, Thierry. Oui, je la partage. Bon, déjà, comme M. Guillou, cette situation, depuis que vous en avez parlé cet après-midi, l'histoire de cette petite Bénédicte, ça m'a retourné le bide. Moi aussi, je suis papa. J'ai assisté à l'accouchement de mes 2 enfants. J'ai même été la sage-femme pour mes 2 enfants. Et je trouve monstrueux, mais vraiment monstrueux une situation comme ça. Voilà, pour moi, c'est innommable. Et la violence qui est faite à cet enfant et à sa famille sont purement innommables. Et c'est vrai que ça suscite en moi une volonté d'action forte et violente pour même abstraire l'enfant à tout ça. Et on est toujours dans une question de rapport de force et de rapport de nombre, et sans vouloir inciter à la sédition complète. Je ne sais pas ce que moi je ferais dans une telle situation, mais effectivement, je pense que je me tamponnerai éperdument du légal et que j'irai vers le moral et la légitimité qui est celle de mon rôle de père. Bon, ceci étant dit, effectivement, on retrouve la même volonté d'écraser le symptôme. Et c'est la caractéristique de notre société. C'est-à-dire que quand un symptôme surgit, là, on a une enfant qui est violentée, qui est monstrueusement violentée par un système, qui ne respecte en aucun cas ses besoins et qui effectivement va souffrir obligatoirement, sa famille comme elle, mais elle en particulier, va souffrir de la situation qui lui a été imposée, sans parler de la souffrance actuelle avec tous les signalements qui sont absolument effrayants. On a une mère, une tante qui enfin ose parler, et ça c'est magnifique, et il faut le faire, je suis complètement d'accord. Moi, dans mon cas aussi, avant de vous rencontrer, Maître Divisio, j'ai eu le tort d'être conseillé par une avocate qui m'a poussé pendant 8 mois, qui m'a mis une pression monumentale pour que surtout je rase les murs, que je ferme ma gueule, qui était complètement contraire à ma façon de fonctionner, parce que moi aussi je suis un Méditerranéen et j'ai l'habitude de rendre coup pour coup. J'étais en train de me bouffer de l'intérieur, je commençais à développer des symptômes de partout tellement j'étais sous stress, et quand je vous ai rencontré, enfin on a libéré la chose, et j'ai vu comment ça réagit de l'autre côté, combien la magistrate, la juge d'instruction m'a reproché de nombreuses fois de parler. Elle m'a dit, mais vous devez vous arrêter de parler. Elle a durci mon contrôle judiciaire pour m'arrêter de parler, et je me souviens de ce moment magnifique quand elle a durci le contrôle judiciaire en juin dernier, où à la sortie dans le bureau, on lui a déclaré tous les deux, vous avec moi, et je vous remercie d'ailleurs de m'avoir soutenu là-dedans et d'avoir même été instigateur de ça, en lui disant, mais ne comptez pas, vous resserrez le filet, mais ne comptez pas qu'il s'arrête de parler. On trouvera les mailles du filet, de toute façon, on arrive toujours à se faufiler. Il faut arriver à se faufiler, il faut arriver à parler, il faut pas se soumettre, ça je suis complètement d'accord. Mais le symptôme actuellement dans notre société, il est détesté, et c'est pour ça qu'on est dans un état répressif de plus en plus, parce que effectivement, au niveau sociétal, il y a des très gros problèmes. Je veux dire, c'est évident, ça crève les yeux, que ce soit la santé globale des individus, que ce soit le niveau de vie, les conditions de vie des individus, l'épanouissement. La France est la plus grosse consommatrice de psychotropes, donc on est une civilisation qui va pas bien dans sa tête, qui va pas bien dans son corps, qui va pas bien nulle part. Et les personnes qui se lèvent et qui pourraient manifester ça, qu'est-ce qu'on fait? On les écrase. On trouve des motifs complètement bidons, complètement déconnectés de la réalité. Là, une petite fille qui est placée parce que sa maman présenterait... Enfin, je veux dire, mais rien ne peut justifier... Il y a surtout un élément qui est intéressant dans le dossier de... Oui. Ce qui est intéressant dans ce que raconte la famille de Bénédicte, c'est ce décalage. C'est-à-dire qu'on a d'un côté ce qui justifie un placement au départ, 2 heures ou 3 heures après la naissance, comme c'est-à-dire que j'exagère à peine, c'est-à-dire que quelques heures après, on a un danger potentiel. Ce danger, il ne peut pas exister encore à l'état réel, puisque par définition, elle n'est même pas encore rentrée chez elle, que déjà l'enfant lui est retiré. Donc on parle bien d'un danger potentiel. Ce danger potentiel, tout le monde va le valider. Tout le monde, de bout en bout, va valider le danger potentiel. Personne l'a attesté, ce danger. Personne n'a pu le constater. Il n'est pas basé sur des éléments vécus. Il est basé sur des éléments supposés. Mais de l'autre, on a effectivement, et ça c'est assez incroyable, on a des éléments objectifs du danger. Quand effectivement un enfant revient avec des blessures, ici à la bouche, là ailleurs, peu importe, on a même des blessures un peu plus sérieuses, eh bien effectivement, quand on a des blessures de cette nature, le danger, il est. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est imaginons l'inverse. Imaginons que dans la situation où la petite Bénédicte rentre chez elle,
la maman, on laisse tomber. Elle rentre chez elle après l'hôpital, et dis-moi, écoutez, c'est pas clair votre truc, on va quand même vous surveiller un peu, hein. Et l'éducateur revient et retrouve la petite avec des bosses partout, et avec effectivement des plaies à la bouche. Est-ce que vous imaginez toute la fureur des dieux grecs qui se seraient abattus sur cette maman, pour le coup? Et c'est là où il y a un élément intéressant. Et c'est ce que vous évoquiez tous les deux, et sur lequel je voudrais qu'on rebondisse un peu donc avec vous, madame, sur ce point. C'est-à-dire qu'en fait, le sentiment à la fin qu'on pourrait avoir, c'est que vous évoquiez, on a fait une connerie au départ, et plutôt que de reconnaître qu'on a fait une connerie, et de faire marche arrière, on va s'enferrer dans la connerie, et on va empêcher ceux qui disent que c'est une connerie de dire que c'est une connerie. Ah, je vous entends pas. Il faut peut-être allumer votre micro. Augustin. Allez-y. Non, je vous entends pas là pour le coup. On vous entend pas. Votre micro est coupé. Vous avez les AirPods qu'on sautait? Non, c'est son micro qui est coupé. Oui, pardon. Voilà. Je voulais dire que j'étais tout à fait d'accord avec le premier intervenant. J'ai oublié votre nom là quand vous Monsieur disiez il Guillou. faut agir, il faut Oui. parler, il faut voilà. Et effectivement, c'est ce qu'on voulait faire au début. Au début, en fait, vous comprenez pas ce qui vous arrive. Il vous arrive un truc comme ça, c'est juste tellement impossible. Et puis, ça s'est passé en quelques minutes. Vraiment, ma sœur, elle était hyper fatiguée. Ils lui ont dit non, on n'a pas à vous aider. La césarienne, c'est pas une excuse. Et puis, c'est là où je me suis énervée avec eux. Ils ont fait signalement. Dans ce signalement, c'est un truc de fou. Ils disent, Madame a regardé des informations sur Internet. Madame est ralentie après sa césarienne d'urgence. C'est vraiment un truc de fou. Et ça a fait qu'ils ont pu le bloquer d'un seul coup. Et puis après, ils ont dit, ah oui, on s'excuse, c'était un peu excessif, mais on a fait ça parce qu'on était vendredi. Et puis après, les gens, ils sont en vacances. Vraiment un truc de fou. Mais c'est pas grave. Vous savez ce qu'on va faire? Pendant 4 jours, on va regarder la relation mère-enfant. Le problème, c'est que ma sœur, elle a fait un pic d'hypertension parce que elle avait une prééclampsie, il fallait surtout pas lui faire du stress. Elle s'est retrouvée aux soins intensifs. Elle a failli mourir. Donc, leurs 4 jours, ils n'ont pas pu faire d'évaluation. Elle était aux soins intensifs entre la vie et la mort. C'était horrible ce truc. Tout d'un coup, il y avait ma sœur qui était aux soins intensifs. Et puis, elle était encore hospitalisée. Elle est sortie des soins intensifs le 5. Le 6, elle était aux soins continus. Ils sont arrivés et puis ils ont dit, il semblerait que vous êtes un peu distante avec votre bébé. On va le placer en foyer et on va interdire toute vos familles de le voir parce que ça serait injuste. Vous êtes à l'hôpital, ça serait injuste que votre famille puisse le voir et si vous pouvez pas. Un truc de fou. Et là, l'avocat, il m'a dit non, il faut collaborer avec les institutions, il faut surtout rien dire. Parce que moi, je voulais aller appeler la presse, je voulais faire du bruit. Enfin, on se dit, c'est pas possible un truc pareil. Non, ça va les contrarier. Et j'ai reçu, en fait, dès le début, j'ai reçu des menaces. J'ai reçu un courrier de l'hôpital parce qu'ils étaient très inquiets. Ils ont eu peur, en fait, que j'ai filmé le moment où, justement, ils ont dit on l'a séparé pour les doses de lait. Et puis, je me suis énervée où je leur ai dit c'est des violences obstétricales. Et puis, le moment où ils ont dit on va signaler, et ils ont voulu fouiller mon téléphone. D'ailleurs, ils l'ont fouillé. Ils voulaient être sûrs qu'il n'y avait pas d'image de ce qui s'était passé. Ils l'ont fouillé. Et malgré le fait qu'ils aient fouillé pour voir qu'il n'y avait pas de vidéo, ils m'ont envoyé un courrier en disant qu'ils voulaient être sûrs, qu'il fallait que je confirme qu'il n'y avait aucune image qui avait été envoyée à des tiers, ni qui ne circulerait sur les réseaux sociaux. Mais quand bien Et ils même ont ça aurait aussi- été le cas, moi j'ai une question. Oui. Quand bien même ça aurait été le cas, Monsieur Divisio, qu'est-ce qui se serait passé? Il se serait rien passé de particulier parce que. Et voilà. Et ça s'appelle la peur et ça s'appelle l'intimidation. Vous l'auriez fait, il ne se serait rien De passé. toute façon, Et alors, c'est ça, c'est là où j'insiste. C'est-à-dire que ces gens-là vous intimident. Moi, le premier avocat que j'ai eu à l'agression de mon père, je suis tombé sur un mec commis d'office parce que moi, je suis un entrepreneur, j'avais jamais mis les pieds dans un tribunal. Je me suis retrouvé, ils m'ont convoqué en audition en me disant c'est une audition libre. Je me suis assis, ils m'ont passé note garde à vue, donc c'était un piège en fait. Merci, monsieur Lagardère du commissariat de hier pour ce petit piège bien sympa. Et puis ils m'ont mis un avocat commis d'office qui m'a expliqué que là, ce que j'ai fait était tellement grave que je risquais le mandat de dépôt, donc il fallait absolument que je me mette en boule et que je m'excuse et que je demande pardon. Une fois que j'ai été condamné, il a fallu que je passe devant un juge d'application des peines où ce même avocat m'a dit non mais rendez-vous compte, si jamais vous ne rentrez pas en prison, vous aurez une chance absolue. Et moi, pendant 4 mois, j'en ai pas dormi la nuit. Un jour, on m'a proposé une nouvelle avocate, j'ai changé et la nouvelle avocate m'a dit mais pourquoi vous avez accepté la comparution immédiate? Vous ne seriez jamais rentré. Pourquoi vous avez peur d'aller en prison? Avec ce que vous avez fait, vous n'irez pas en prison, monsieur Guillou. Vous avez des garanties de représentation, vous êtes quelqu'un de bien. Hein. Et tout a changé au moment où j'ai changé d'avocat. C'est-à-dire que là où on touche un truc qui est très important, et votre cas est très similaire au mien, c'est que dans la profession des avocats, il y a des gens qui sont jusqu'au boutistes et qui vous défendront, et vous avez des gens qui sont des suppôts du système.
Et c'est à se demander si l'avocat, à ce moment-là, quand il fait sa profession de foi ou qui valide ses études, est-ce qu'à ce moment-là, ce mec-là, il a décidé de travailler pour le parquet, pour les institutions, c'est ou plus est-ce qu'il est compliqué là que ça. ou est-ce qu'il est là Euh, pour défendre son client? alors, C'est à se poser la question. c'est plus compliqué que ça parce que, en plus, ici, ce qu'il voulait, ce qui est particulier, à mon avis, aussi, mais c'était vrai pour Thierry, c'est vrai ici également, à un moment, on peut refaire l'histoire après, hein. Moi, je suis pas là pour juger qui que ce soit, mais on peut refaire l'histoire. Ce que je crois surtout, c'est que les avocats, comme les juges, comme effectivement un peu tout le monde, il y a une part d'humanité là-dedans quand même, hein, et elle est importante, cette part d'humanité. Et chacun réagit avec sa sensibilité propre, avec son histoire propre. Et en fait, je veux dire, dans l'affaire de la petite Bénédicte, en même temps, il y a aussi la volonté de faire attention. C'est important de trouver l'équilibre, de ne pas rajouter de la violence à la violence. C'est c'est compliqué comme exercice de ne pas rajouter de la violence à la violence. Dans l'affaire de Puskas de Vaz, j'en sais rien, mais c'est un peu le même débat finalement. C'est savoir jusqu'à quand, jusqu'où je viens rajouter de la violence en me confrontant au système. Alors moi, j'ouvre une parenthèse et je la referme, c'est le choix que j'ai fait dans ma carrière d'affronter le système parce que je m'en fous et qu'à un moment donné je dis les choses et j'ai envie de les dire et si ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Mais vous avez encore beaucoup de clients qui viennent me voir en me disant oui mais bon vu votre tempérament est-ce que ça va pas poser un problème au magistrat. Vous savez finalement est-ce qu'il se pose la question lui. Est-ce qu'il se la pose cette question quand il choisit de vous mettre en tôle, quand il choisit ici de vous séparer de votre enfant, est-ce qu'il se pose la question de savoir comment est-ce que vous allez le percevoir. Donc c'est le même débat. Mais ce que je veux dire dans cette histoire, moi ce qui m'interpelle, et c'est là les points de similitude que je voyais tout à l'heure, c'est qu'au fond, il y a toujours une volonté à un moment de dire j'ai la. Alors, le grand paradoxe, il est là. C'est vous avez une liberté qui est celle de voir votre enfant. C'est déjà pas mal. Bon. Vous pouvez venir voir votre enfant. Mais si par contre vous utilisez une liberté qui vous est quand même garantie par les textes, qui est la liberté d'expression, eh ben, effectivement, à ce moment-là, on vous prive peut-être de votre liberté de voir votre enfant. C'est un peu l'idée. Et j'ai quand même ce sentiment que vous voyez bien qu'on est quand même face à un problème et qu'on en parlait en off, mais il y a ce problème du camp du bien et ce camp du mal. Au fond, vous parliez du débat moral. Je m'interroge sur le point de savoir si, par exemple, j'ai une remarque à faire qui est un peu audacieuse, mais faisons-la quand même. Est-ce qu'on aurait fait ça à un couple LGBT aujourd'hui dans le contexte contemporain? Vous avez deux personnes homosexuelles qui se pointent et qui, effectivement, à qui on retire l'enfant parce qu'ils sont distants. Est-ce qu'on a peut-être une idée du scandale que ça aurait pu faire? C'est une question intéressante. Moi, je suis persuadée que ça s'est passé aussi parce que donc ma sœur, elle a fait une PMA donc solo, donc pour femmes célibataires. C'est pas possible en Suisse, mais c'est légal. Donc elle est partie au Danemark et je suis persuadée que le fait qu'elle ait fait ça, parce que ça leur a pas plu, hein, ils disaient ce bébé, il a pas de père, et on n'était que des femmes en plus. Ils disaient pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'homme, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'homme. Parce que mon père, il avait vu qu'elle était tellement fatiguée, il avait voulu attendre un jour, il aurait mieux fait de venir, on aurait même mieux fait de prendre un figurant. Mais c'est fou, cette histoire, elle est tellement folle. Je pensais qu'en Suisse, on était dans un pays libre, et puis je me retrouve comme en Corée du Nord, en fait. J'ai vu ma tante, ma nièce se faire enlever sous mes yeux. Après, ils voulaient savoir, pendant que ma sœur était hospitalisée, ils sont venus, parce que j'ai aussi une fille, moi, et ils sont venus lui parler. Et ce qui les intéressait, c'était de savoir si moi aussi j'avais fait une PMA pour avoir ma fille. Et Oui. ils ont tout de suite regardé, comme je m'étais énervée avec eux, ils ont regardé ma fille. J'ai tout de suite vu qu'ils voulaient s'en prendre à moi. Et puis cette histoire aussi, l'avocat, c'est tellement incroyable. Quand je l'ai appelé, il me disait, mais c'est pas possible. Et puis je lui ai dit, mais je suis sûre qu'ils vont essayer de s'en prendre à moi. Il m'a dit, mais non, c'est impossible. C'est déjà tellement fou, ils vont perdre toute crédibilité. Et qu'est-ce que je vois? Juste avant que je vienne témoigner, ils disent, ah, mais on pourrait aussi peut-être. La question d'un signalement sur la fille de la sœur se pose. Comme ma fille voit ma sœur, bah, peut-être qu'on pourrait aussi la signaler et la prendre aussi. C'est horrible. Alors que j'étais témoin 2 jours après. Et Et là, moi, là, vous rendez compte que n'importe quoi peut vous arriver, en fait. Et vous êtes terrorisé. C'est quelque chose qui terrorise parce que son enfant, c'est la chose la plus précieuse qu'on a au monde. Et de voir qu'on peut enlever un enfant comme ça, sans motif, sans rien, eh ben, je vous assure qu'on est terrorisé.
Alors, le point commun dans tout ça entre vous trois, et je voudrais qu'on réaxe l'espace de 15 secondes le débat sur cette question de la liberté d'expression. Et je voudrais, si vous voulez bien, Thierry, qu'on passe un peu de temps sur votre cas, parce que vous, c'est un peu particulier. Alors vous, ce qui est assez singulier, c'est qu'au fond, et vous le dites, c'est vous qui le dites, hein, dans une de vos vidéos, vous dites finalement ce qu'on ne veut pas, c'est que je parle. Le vrai propos, je n'ai mis... En fait, ce qu'on me reproche, ce n'est pas ce que j'ai fait, mais c'est ce que j'ai dit, en fait. Et j'aimerais qu'on en parle un peu de ce que... Est-ce que c'est un propos que vous confirmez, ça? C'est-à-dire que ce que vous dites, est-ce que vous pensez que ce qu'on vous reproche, c'est ce que vous dites et pas ce que vous faites? Mais c'est pas seulement que je le pense, c'est que je le constate. C'est-à-dire que, comme vous, j'ai quand même regardé le dossier. Alors, un dossier auquel je n'ai pas accès pour l'instant, c'est-à-dire que la magistrate s'oppose à ce que je puisse disposer du dossier. Donc, je vois mal comment je peux me défendre de façon correcte en n'ayant pas accès au dossier. Et donc, il y a une vraie obstruction là qui est réalisée. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais le peu que j'ai pu avoir accès au dossier en votre compagnie, on le passe en revue, ce dossier. Et moi, je cherche des plaignants. Enfin, je cherche des plaignants qui ne soient pas des institutions, c'est-à-dire qui ne soient pas l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens ou des gens comme ça. Je cherche des vrais gens qui disent, bah, nous, on a suivi les conseils de Casas Novas et on a eu un problème. Ils ne sont pas là. Par contre, j'ai un relevé des propos que j'ai tenus dans des vidéos et on dit, ah, mais ça, c'est scandaleux, ça, c'est scandaleux, ça, c'est scandaleux. Donc, il faut appeler les choses pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire que c'est un procès sur ce que j'ai dit et non pas sur ce que j'ai fait, puisqu'il n'y a aucun fait qui puisse m'accabler. Et donc, c'est vraiment problématique. Et effectivement, ce que l'on dit actuellement a un énorme poids et fait peur, fait extrêmement peur. C'est pour ça que je rejoins les propos, enfin, tous les propos qui ont été partagés jusqu'à présent. C'est encore notre seule force. D'ailleurs, une force qui veulent criminaliser de plus en plus, c'est la capacité à ouvrir sa gueule sur les réseaux, à faire appel à des communautés fortes et soudées et faire un rapport de force qui permet à un moment d'infléchir la balance, parce que sinon on se fait écraser. Et effectivement, vouloir amadouer un système qui a décidé de t'écraser, c'est peine perdue. Je veux dire, se coucher complètement, ils vont juste essuyer les pieds sur toi. Il y a un moment, il faut arrêter d'être naïf. Alors c'est extrêmement compliqué quand il y a en plus un enfant dans la balance et que cet enfant est malmené actuellement. C'est certain que on doit être partagé. J'imagine vraiment le désarroi qui doit être celui de ses parents, enfin de sa mère, de sa tante, se dire mais si je parle trop, cet enfant va être malmené. Et de toute façon, il est malmené. Il est actuellement malmené. C'est une monstruosité. Donc je maintiens et je suis d'accord que c'est un problème de liberté d'expression. On leur fait payer la liberté d'expression, comme on me fait payer ma liberté d'expression, comme on le fait payer à des tas d'autres personnes. Et ça, c'est pas possible. Et il faut vraiment, il faut l'appeler pour ce que c'est réellement. Et d'ailleurs, dans les personnes qui me poursuivent, il y a le fameux organisme de lutte contre les dérives sectaires, et je me permets régulièrement de rappeler qu'en fait, les vraies sectes, hein, vous l'avez mis dans votre intitulé, finalement, il y a secte et secte, quoi. Tom Cruise est invité pour brandir le drapeau à la fin des Jeux Olympiques. Ça, c'est une secte, entre guillemets. Je me permets pas de juger la scientologie. Je dis pas que c'est une secte, mais en tout cas, ils sont classés régulièrement comme une secte. Mais c'est une secte qui est bienvenue. C'est une secte qui est bienvenue aux Jeux Olympiques. Et moi, par contre, je suis classé comme secte. Là encore, il faudrait le démontrer, ainsi de suite. Mais moi, je suis une secte qui est malvenue et sur laquelle on crache dans les médias. Donc, il y a vraiment un problème. Et la Miviludes ne poursuit pas les sectes. La Miviludes est un organisme de sanction des dérives idéologiques et des dérives linguistiques. C'est-à-dire qu'on va condamner, on va poursuivre les gens et on investit de l'argent public pour détruire des personnes comme moi, les détruire médiatiquement, et avec la méthodologie qui était présentée par M. Guillot au début. C'est-à-dire, on commence d'abord médiatiquement, c'est-à-dire médiatiquement, on les taxe homophobes, et ainsi de suite. Enfin, tous les propos disqualifiants de notre société actuellement, société progressiste, donc tout ce qui est présenté comme traditionnel va être disqualifiant. Et puis si ça suffit pas, si la personne elle n'est pas encore cassée, si elle n'a pas renoncé à tout, si elle n'a pas abandonné le terrain, eh bien à ce moment-là, bam, on attaque sur le plan juridique. C'est une méthodologie qui Parce qu'il y a un élément dans ce que vous évoquez, et je rebondis un instant, M. Guillou, sur cette question de la cérémonie d'ouverture, c'est qu'au fond, ce qui me frappe, et je l'ai dit en introduction, et on retrouve le même mécanisme dans le dossier, finalement, dans l'affaire de la petite Bénédicte, c'est un peu le même débat. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez un fait. Le fait, c'est cette cérémonie d'ouverture dégueulasse. Bon, elle est un fait objectif. L'objectivité, elle se traduit comment? Elle se traduit par le fait que cette cérémonie, en tout cas ce passage, il a été censuré en direct par un certain nombre de pays, donc on a offensé. C'est un fait. Vous, ce que vous faites, vous arrivez et vous dites « j'ai été offensé ».
C'est-à-dire que vous usez, au fond, d'une liberté qui est de décrire le réel. Vous décrivez le réel. Thierry, tout à l'heure, disait « je constate ». À propos, je constate que ce qu'on me reproche, c'est ce que je dis. Et j'ai envie de dire, vous arrivez et vous mettez des mots sur ce que vous constatez. Vous constatez que c'est dégueulasse, vous relayez une position, c'est la vôtre propre, mais c'est pas que la vôtre. C'est une position qui finalement était quand même loin d'être isolée. Je pense que le succès du post vient du fait que j'ai mis des mots sur ce que ressentait un nombre incalculable de personnes. Oui. Et donc, je n'ai fait que produire textuellement mon ressenti avec les bons mots, le bon verbe. D'ailleurs, je voudrais revenir sur les propos qui ont été tenus juste avant, qui sont très intéressants. Il y a un autre truc dont on n'a pas parlé, c'est derrière les comptes Instagram qui sont sautés. Oui, bien sûr. Pour nous faire taire définitivement. Donc là, on a Alice Cordier, Une Bonne Droite, Occidentistes qui ont sauté, Frontières Médias, etc. Mais il y a le dernier cran, c'est la disparition de votre compte bancaire. Et moi, ça m'intéresse beaucoup puisque je travaille en ligne. Donc j'ai une grosse part de mon activité online, comme on dit. Et donc, eh bien moi, je suis obligé de prendre mes précautions sur le sujet sans rentrer dans les détails. Mais voyant que la plupart des entreprises qui ont mis un drapeau français dans leur titre ou sur leurs produits ont vu de manière subite leur compte chez BNP Paribas et d'autres personnes et d'autres banques disparaître. Bonjour, voici un courrier, nous ne voulons plus de vous comme client. Merci, au revoir. Derrière, ces gens sont blacklistés et ne trouvent plus moyen d'ouvrir des comptes en banque en France. Je pense aussi à l'Incorrect. Enfin, Occidentistes, l'Incorrect, ça reste des médias qui ont une carte de presse, qui sont reconnus par le gouvernement et qui, du jour au lendemain, ne peuvent plus se financer. On est pour ou contre le RN, mais faire une commission d'enquête parlementaire pour leur demander pourquoi ils utilisent des financements venant de Russie, parce qu'en France, on leur prête pas d'argent, c'est quand même la plus grosse blague. C'est comme si on allait demain, moi, me reprocher d'avoir ouvert un compte, je sais pas, N26 ou autre en Allemagne, où je déclare mes recettes en France, hein, bien sûr. Mais pourquoi je n'ouvre pas un compte en France alors qu'en fait la totalité des banques de France vont peut-être décider demain que je n'ai plus le droit d'avoir de compte en France. Enfin, on marche complètement sur la tête. Et vous le disiez tout à l'heure, comment vous sanctionnez professionnellement? À partir du moment où demain vous n'avez plus de compte en banque pour encaisser, ça va devenir très compliqué. Vous voyez. Donc moi je suis un petit peu protégé parce que j'ai une activité en ligne et si demain j'ai envie de partir travailler ailleurs, je peux, ça ne changera pas mon chiffre d'affaires. Mais on est sur un scandale au plus haut point. Je ne comprends d'ailleurs toujours pas pourquoi il n'y a pas à l'Assemblée nationale un député qui a déposé un projet de loi pour que tout parti politique ou toute société ou toute personne morale ait le droit, dans la loi, d'avoir un compte bancaire. Je ne comprends pas. Alors, puisque c'est tuer votre existence. C'est tuer votre existence. Vous n'avez plus de compte bancaire, vous n'existez plus. Je vous laisse rebondir justement là-dessus, Thierry, parce que c'est évidemment une question qui vous concerne directement, mais c'est intéressant, juste pour remonter le fil, effectivement, on peut se demander si demain matin, eh bien, dans un cas comme la famille Bénédicte, on ne pourrait pas aller jusqu'à se dire, bon, écoutez, soit vous vous taisez, soit finalement vous allez avoir des représailles administratives. Alors évidemment, quand on dit ça, ça fait hyper complotiste, mais je rappelle quand même que pendant le Covid, c'est ce qui s'est passé, et je rappelle quand même que pendant le convoi de la liberté au Canada, c'est ce qui s'est passé quand même. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, on voit que la machine, lorsqu'elle se met en marche, peut être une machine à broyer. Et oui, Thierry, je voulais que vous vouliez réagir. Oui, non, cette question du harcèlement bancaire, ça fait partie. C'est vrai que je parlais du harcèlement médiatique et ensuite le harcèlement juridique, mais il y a effectivement le harcèlement bancaire. Moi, pour le coup, j'en ai fait vraiment les frais. Alors, à titre personnel, à titre des entreprises. Et pour une entreprise, quand une banque lui ferme son compte bancaire, bon, moi, la première fois que ça m'est arrivé, je n'ai pas trop compris. Je suis allé les voir, ils me disent, c'est notre bon vouloir. On fait son organisme privé, on fait ce qu'on veut. Et on n'a pas à se justifier. Mais ce qu'il faut voir, c'est que pour une entreprise, quand on lui ferme son compte bancaire, bien sûr que dans l'absolu, au début, elle peut en réouvrir. Après, ça devient de plus en plus compliqué parce que, comme disait M. Guillou, il faut aller chercher N26, puis après, il faut aller chercher Revolut, puis après, il faut aller chercher des banques on ne sait pas où. Mais pour une entreprise, c'est catastrophique parce que ça veut dire que tous les prélèvements qui sont sur l'entreprise, tous les virements récurrents, tous les fournisseurs, ainsi de suite, il faut tout recréer. Et ça demande un boulot
hallucinant à l'échelle d'une entreprise. Quand vous commencez à voir, moi, à un moment, mon entreprise, elle avait 8 ou 9 salariés. Quand on lui a fermé 2 fois, coup sur coup, dans l'année, ses comptes bancaires, mais ça demande un travail derrière qui est monumental. Et surtout, c'est un harcèlement qui est systémique parce que on va toucher les entreprises. Moi, on m'a fermé mes comptes bancaires. Et d'ailleurs, je me souviens de cette situation complètement ubuesque où quand j'ai eu une perquisition chez moi, un gendarme qui brandit fièrement un relevé bancaire de la banque Revolut, qui était une banque qui était basée en Lituanie, qui me dit « Ah ah, comme ça, on va chercher des banques à l'étranger ». Et je dis « Mais vous foutez de moi, vous avez œuvré avec le système bancaire pour me fermer tous mes comptes en France, il n'y a plus aucune banque qui veut de moi ». Mais c'est complètement délirant. Mais le lendemain de la perquisition, mon père se fait fermer ses comptes, ma femme se fait fermer ses comptes d'entreprise, se fait fermer ses comptes personnels. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une volonté de briser les gens, de leur compliquer la vie, de leur rendre la vie impossible, parce que en fait, c'est toujours la même chose. On veut les dégoûter. On veut les dégoûter de mener leur activité. On veut les user. C'est une usure psychologique, c'est une usure financière, et ça fait partie des outils du système. Et de fait, je rebondis sur cette notion d'usure psychologique. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, s'agissant donc, madame, de cette situation, qu'au fond, c'est un peu ce qu'on cherche? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que d'une certaine façon, il y a une guerre d'usure là-dedans? Oui, bien sûr qu'il y a une guerre d'usure. Surtout que nous, dans notre cas, les représailles, elles sont. C'est pour ça que c'est une situation très compliquée parce que les représailles, c'est par exemple de nous dire, parce qu'on la voit très très peu, hein, Bénédicte. Il nous empêche. Donc moi, ils m'ont interdite pendant 8 mois de la voir. Sans raison, ils m'avaient même pas rencontré, mais toute la famille était interdite. Ils étaient en train de chercher une famille d'accueil alors qu'ils nous avaient pas rencontrés. Et on envoyait des courriers, on envoyait des courriers, on envoyait des courriers. Ils répondaient pas. On demandait mais pourquoi est-ce qu'on peut même pas venir? Et puis au bout de 8 mois, ils ont dit ah oui non mais il faudra qu'on réfléchisse si c'est dans l'intérêt de Bénédicte de voir sa famille. Et donc, moi, en attendant, je me suis quand même exprimée. J'avais été dire au foyer et puis à la DGJ que la séparation maternelle était très dangereuse. Quand j'ai dit ça, en fait, ils nous ont. Donc, au bout de 8 mois, on a quand même eu le droit. Ils ont fait des visites où la petite a le droit de sortir seulement si je suis présente. C'est un truc de fou. Je suis obligée d'être présente, on ne sait pas pourquoi. Et puis, quand j'ai dit que la séparation maternelle était très mauvaise, ma sœur a reçu un courrier disant qu'il se réservait le droit de supprimer les visites. Donc, et là, je leur ai répondu, en fait. Je leur ai répondu que c'était pas normal, que j'avais le droit de dire ça. Et puis là, elle a reçu de nouveau un courrier quand on a les dernières blessures, en fait. On a demandé comment est-ce qu'elle s'était fait ça. Et là, de nouveau, on a reçu un courrier qui disait on se réserve le droit de réévaluer le cadre des visites. Donc nous, les menaces qu'on a, c'est pas des menaces administratives, c'est des menaces de plus du tout la voir, en fait. Ouais, c'est ça. C'est juste horrible parce qu'on s'est dit on continuera à parler, mais le risque, c'est Oui, qu'on mais la voit plus. c'est intéressant parce que c'est finalement la même chose. Moi, ce que j'y vois, c'est d'abord un parallèle avec ce que racontaient nos deux autres intervenants. C'est cette machine administrative, au fond, qui se met en ordre de marche et qui vient vous pourrir, en fait. Et qui vient, ici, bon, elle vous dit effectivement, vous la verrez plus, sauf qu'en réalité, elle sait que c'est plus compliqué que ça quand même, d'une part. D'autre part, en fait, il y a quand même une représaille. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une représaille administrative, certes avec des conséquences ici redoutables, mais administrative. Et c'est intéressant parce que ça doit interroger ça doit interroger effectivement un point qui est quand même celui de savoir comment est-ce qu'on fait face. C'est ça la vraie question de fond, en fait. Dans les 10 dernières minutes qui nous restent là avant de rendre l'antenne, c'est vraiment le point que j'aimerais qu'on aborde. C'est comment est-ce qu'on fait face. Parce que vous êtes effectivement dans une situation où la machine, lorsqu'elle se met en marche, elle a le pouvoir de vous briser, en quelque sorte. En tout cas, elle peut essayer. Elle peut... Alors, on voit, alors, M. Guillou, on va dire quelque part, est un petit peu en retrait, c'est un peu différent. Pas tant que ça, parce que, au fond, quand vous prenez 1 million de déferlantes dans la gueule, pour faire simple, de harcèlement. C'est ça le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, il est fait pour vous briser, en fait, à un moment donné. Le harcèlement tout court, il est fait pour vous briser. Et il a comme conséquence, ou comme incidence de vous briser. De sorte que, la question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, c'est, en premier, comment est-ce que vous imaginez une résistance? À moi? Oui.
Allez-y. Moi, alors, je considère qu'en fait, ce phénomène de honte sociale est vraiment la clé de voûte de la réaction qu'on doit avoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va y avoir du monde qui va s'exprimer, on va décaler la fenêtre d'Overton de ce qui est acceptable. Je prends un exemple et avant de parler, je vais préciser que mon propos, là, suivant, est apolitique. D'accord? Je vais prendre un exemple, mais je n'apporte pas de soutien. D'accord? En 2000, jusqu'à 2000, 2010, 2015, vous faisiez un lien entre immigration et insécurité. Vous étiez un suppôt de Satan, le fils caché de Jean-Marie Le Pen, et on ne parlait pas avec l'extrême droite. Est arrivé un monsieur qui s'appelle Éric Zemmour. Il a dit, moi je me présente aux élections, et à partir du moment où vous allez débattre avec moi. Il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Mélenchon qui a débarqué. Et là, monsieur Zemmour, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, a obligé à redébattre de sujets dont on n'avait plus le droit de débattre depuis Mitterrand et SOS Racisme. Depuis, la droite a repris du poil de la bête et on peut enfin parler de ces sujets. Ce qui est en train de se passer, c'est que on est dans une guerre idéologique où eux pensent avoir la fenêtre d'Overton de ce qui est acceptable de leur côté. Et comme nous sommes de l'autre côté de la fenêtre, ah ben, nous méritons d'être bannis des réseaux sociaux, nous méritons de nous taire, nous méritons de nous écraser, nous méritons de ne plus avoir de compte bancaire, nous méritons de perdre nos sociétés, d'avoir des avis négatifs, d'être dans des groupes qui nous harcèlent et d'aller au tribunal et évidemment de perdre. Et je pense que, moi je viens par exemple au départ d'un sport qu'on appelle le free fight, le MMA, où des années 2005 à 2015, la fédération de judo par exemple nous traitait de chiens. Aujourd'hui, pour information, le MMA en France est le sport qui rapporte le plus de business et qui compte le plus d'athlètes professionnels. Il a fallu 20 ans pour décaler la fenêtre d'Overton de ce qui est acceptable. Et maintenant, au Palais des Sports de Paris, vous avez une cage avec des gens qui se battent dedans. C'est totalement OK, c'est totalement novateur. On adore ça. J'ai fait pareil dans le CrossFit, puisque je viens du CrossFit. Et en 2010, quand on a lancé ça, on était des ânes. On ne comprenait pas ce qu'on faisait, on était nuls, on allait faire que se casser, on allait faire que se blesser. Aujourd'hui, on est en 2024, on a changé le programme d'éducateur sportif pour mettre le CrossFit dedans, on a changé le programme de la fac de sport pour en parler. Et aujourd'hui, il y a plus de 900 salles en France et le CrossFit fait complètement partie du paysage français du développement athlétique. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que c'est une guerre à 10-15 ans, mais par contre, il va falloir utiliser la honte sociale et être des résistants de tous les instants afin de décaler cette fenêtre d'Overton de ce qui est acceptable. Je l'ai déjà fait dans 2 sports et aujourd'hui je vais le faire d'une nouvelle manière puisque moi, vous savez, je suis un enfant de la République, j'adore la France, je suis un grand patriote. J'aime ce côté universaliste qui nous vient de la gauche, qui considère que tous les enfants de la République, eh ben, qu'ils soient noirs, arabes, chinois ou français ou turcs ou italiens, eh ben, quand ils arrivent en France, qu'ils prennent la nationalité française, ce sont des enfants de la République et on est traités de la même manière, liberté, égalité, fraternité. Et aujourd'hui, je n'ai plus le droit de me disputer avec un Français. Je ne me dispute plus avec un Français. Je me dispute avec un homo, avec un gaucho, avec un LGBT, avec un arabe, alors que moi, en fait, je me dispute avec quelqu'un. Je ne suis pas d'accord avec quelqu'un. Mais je ne suis pas d'accord avec son propos. Ça n'a aucun rapport avec la minorité dont il est issu, vous voyez. Moi, je ne me suis jamais caché derrière ma minorité pour essayer de gagner un débat. J'ai jamais eu besoin de discréditer mon interlocuteur, parce que comme j'ai un cerveau qui est câblé, moi, je peux prendre les arguments de la personne et les pulvériser un par un, vous comprenez? Donc, je pense que la solution, c'est clairement ce qu'a fait ma communauté, que je remercie ce soir. C'est-à-dire que quand on leur demande de se mobiliser, ils se mobilisent. Et là, clairement, les forces d'en face commencent à être effrayées. Et donc, il y a une force de résistance qui se produit. C'est un phénomène mécanique. Quand les choses avancent vite, les forces de résistance mécanique augmentent. Donc, l'exemple de la famille de Bénédicte est un bon exemple. Quand elle a commencé à élever sa voix, même si c'était un peu avec un délai de latence, le temps qu'ils reprennent du poil de la bête et qu'ils réalisent à quel point il y avait une dissonance cognitive entre ce qu'il fallait faire et ce qui était fait, eh bien là, évidemment, la résistance arrive. On vous convoque, on vous met la pression, etc. Mais à ce moment-là, il faut bien comprendre un truc. C'est que si la résistance s'organise face à vous, c'est que vous êtes en train de gagner du terrain. C'est que vous êtes en train d'avancer, puisque si vous ne faisiez rien, si vous ne les dérangiez pas, si vous n'alliez pas sur leur plate-bande, si vous n'alliez pas, pour reprendre un terme sportif, sur leur terrain,
voyez, pour gagner, pour avancer vers eux, eh ben, eux ne seraient pas obligés de se mettre en position de résistance et tenter de vous intimider. L'intimidation, c'est la seule chose qu'ils ont. Moi, j'ai prouvé par mon histoire que l'intimidation, ça marche pas. C'est-à-dire que quand en face d'eux, ils ont quelqu'un d'extrêmement déterminé, de combattant, et qui va par contre va les saisir par le col juridique et ne va pas les lâcher. Et là, je suis passé par un premier avocat, Monsieur Divisio, mais si ça marche pas, je vais passer par un deuxième. Et si ça marche pas, je vais monter une association. Et je vais attaquer en tant que personne morale. Et si ça fonctionne pas, c'est ma société qui va attaquer. Vous comprenez ce que je veux dire? Et à force d'attaquer, si les gens qui sont dans mon camp ou dans ma situation attaquent et contre-attaquent, ça va prendre 1 an, ça va prendre 3 ans, ça va prendre 6 ans, ça va prendre 10 ans, ça va prendre 20 ans. Mais la fenêtre d'Overton, je vous garantis qu'on va la décaler. Et ce qui va nous aider, c'est ce phénomène social des gens qui vont s'engager avec nous. C'est-à-dire qu'il faut que les gens qui subissent ça se réunissent. Il faut que les gens qui écoutent nos histoires se réunissent. Moi, je remercie Fabrice de créer ce live ce soir et de nous faire intervenir tous les trois, parce qu'encore une fois, eh ben, ça va nous permettre de créer du contenu et de diffuser cette vision auprès des gens. Et on va convaincre les gens un par un, parce qu'un bon 90% de la population est totalement influençable. Et donc, si c'est pas nous qui les influençons dans une direction, c'est eux qui les influencent dans une autre. Je voudrais aussi réagir à propos de M. Casanovas, qui disait un truc très intéressant. Il disait, non seulement ils m'ont supprimé mon compte, mais en plus, le mec qui m'a perquisitionné, il était là avec mon relevé de compte à m'expliquer que j'avais trouvé une banque en Lituanie. Mais moi, ils m'ont fait ça. Moi, je l'ai eu, la perquisition. Et ils sont venus me sortir des trucs. Vous savez, je prends 2 minutes, excusez-moi, mais je suis parti en Ukraine, j'ai pris des risques, je suis allé au front pour donner des médicaments sur le front ukrainien à l'époque où c'était hyper à la mode d'aider en Ukraine, c'est-à-dire 2 mois après le conflit. D'accord? J'ai pris mon propre camion, j'ai pris mon propre argent parce que la collecte qu'on avait fait n'avait pas servi. J'ai récolté des médicaments de toute la France. Je suis allé là-bas. La perquisition que j'ai eue, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Non, mais attendez, monsieur, avec vos compétences, aller en Ukraine pour tirer des balles dans la tête à certaines personnes, ça va vite, hein. C'est-à-dire qu'ils ont osé, avec leur poste d'OPJ, tenter de me discréditer sur le bien fondé de mon action humanitaire en essayant de me faire passer pour un mec qui commettait des crimes de guerre. Mais la seule réponse que j'ai eue, c'est « taisez-vous, vous n'êtes rien, vous êtes payé par mes impôts, vous ne connaissez pas mon histoire, alors faites votre travail et lâchez-moi parce que de toute façon, vous savez très bien que ça n'ira pas plus loin. » Et à chaque fois que j'ai fait ça avec les forces de l'ordre, à chaque fois, vous savez ce que c'était la réaction? Non mais monsieur Guillaume, vous emballez pas. Je voulais pas vous offenser. Parce que quand ils voient qu'en face d'eux, pour la première fois de leur vie, ils ont quelqu'un qui sait ce qui est moral, ce qui est légitime, et qui en a rien à foutre de ce qui est légal, eh ben ça les remet dans leur cimette et ils s'écrasent. Et écoutez ce que je vous dis, parce que c'est vraiment mon expérience et je l'ai vécu vraiment plusieurs fois, je vous le garantis. Qui va faire que les choses vont changer, c'est qu'il faut que la peur, elle change de camp. La peur, elle va changer de camp parce qu'on va entraîner une vague avec nous et on va arrêter de s'écraser. Ça fait 50 ans qu'on nous dit « Oh, les gens qui pensent pas comme vous », et puis ces gens-là, c'est mieux de les ignorer. C'est faux, c'est à cause de ça qu'ils ont gagné du terrain. Il faut pas les ignorer, il faut les combattre, il faut les attaquer. Et actuellement, quel est le terrain de combat? Puisqu'on peut plus faire de joute, on peut plus aller au Colisée et on peut plus s'écharper parce que c'est pas très bien, eh ben ça va se passer au tribunal. Et on va poser une plainte et on va perdre. On va poser une deuxième plainte et on va perdre. On va poser une troisième plainte et on va perdre. Mais tant qu'on a des gens derrière, tant qu'on a des gens qui nous soutiennent financièrement, on va y aller. Et vous savez ce qui va se passer? Un jour, on va gagner. Et ça va faire jurisprudence. Et à partir de ce moment-là, on va la décaler, la fenêtre d'Overton. Moi, ça fait 2 fois que je prends des décennies pour changer le paysage sportif de ce pays. Ça fait 2 fois 10 ans que je le fais. J'ai aucun problème à attendre encore 10 ans de combat pour arriver à la décaler, cette fenêtre. Mais je vous garantis qu'on va la décaler. Et finalement, Thierry, je rebondis sur vous un instant... avant de conclure avec la famille Bénédicte, c'est que, au fond, c'est assez facile de vous retrouver dans ces propos. C'est-à-dire que vous, là encore, si je lis ce que vous avez écrit, si je regarde un peu vos vidéos, ce que vous vous dites toujours un peu, c'est de dire ok, ce débat, ayons-le, quelque part. Je vous ai entendu dire dans une émission ou dans une interview, dire non mais ce procès, faisons-le. Allons-y. Ah mais je les attends, je rêve de ce procès, vous le dites bien. Et c'est actuellement la période que je vis est complètement inique, c'est-à-dire c'est la période d'instruction dans laquelle on peut m'imposer des contraintes liées à un contrôle judiciaire complètement fou et sans avoir à les justifier sur la base de suspicion. Alors que moi mon propos c'est dire allons-y au procès, allons-y, on va rigoler parce que moi je les ai vus les témoignages, j'ai vu ce que vous sortez contre moi et en fait vous avez rien, vous avez strictement rien et moi je l'attends et d'ailleurs je me souviendrai très bien le jour où j'ai été mis en examen. Quand j'ai été mis en examen, une mise en examen,
c'est quand même violent. Enfin, j'avais fait 4 jours de garde à vue. Les mecs, ils avaient essayé de me casser. Je suis passé dans les geôles du tribunal de justice. Tu rentres dans un truc, tu n'y vois rien, ça sent la pisse, ça sent la merde, tu ne sais pas où tu mets les pieds. Enfin, voilà, psychologiquement, c'est là pour te casser. Moi, on me présente devant la juge d'instruction, elle me dit le parquet a demandé votre mise en détention immédiate. Moi, je suis papa, je me dis, tiens, mes enfants, peut-être que je ne vais pas les revoir. Donc voilà, on essaye vraiment de vous soumettre, quoi, de vous casser. Et au moment de sortir du tribunal, je vois, il y avait des journalistes qui attendaient devant. Donc, j'ai dit à la juge, vous n'avez pas une porte derrière, quoi, pour m'éviter ça. C'est bon, j'ai assez pris là. Puis elle me dit, mais attendez-vous à ce que le jour du procès, il y ait une meute de journalistes. Et dans ma tête, ce qui est immédiatement surgi, c'est, OK, il y aura une meute, mais peut-être pas pour assister à ce que vous croyez que vous allez assister. Peut-être pas pour assister à ma mise à mort finale. Peut-être pour assister à la mise à mort finale d'un système qui ne supporte pas que des voix dissidentes puissent s'élever. Et ça, pour moi, c'est resté vissé dans ma tête. Et c'est pour ça que j'ai été vraiment content de trouver enfin un avocat qui ait la combativité à laquelle j'aspirais. Et vraiment, je vous tire mon chapeau, Maître Divisio, je le dis à tout le monde. Je dis, Maître Divisio, il m'a reconnecté à ce qui était vraiment la force vitale en moi. Il m'a redit, mais tu es légitime de t'insurger contre les conditions qui te sont données. Tu es légitime de vouloir batailler avec ça. Tu es légitime de croire en ta victoire. Tu es légitime de ne pas te soumettre. Tu es légitime de tout ça. Et vraiment, je vous remercie sincèrement. Et je suis d'accord. Je suis d'accord avec les propos. C'est vraiment, il faut batailler, il faut tenir, il faut compter sur les communautés. Moi, pareil, j'ai eu un moment de jubilation extraordinaire quand j'ai été mise en examen et que là, 2 copains lancent une cagnotte pour me soutenir. Tu as la secrétaire d'État qui dit on va faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour empêcher cette cagnotte inique. Alors déjà, je vois pas pourquoi moi, quand je lance une cagnotte, c'est inique et quand d'autres les lancent, c'est pas inique. Donc déjà, n'importe quoi. Donc la secrétaire d'État, qu'elle te dit je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir, tu peux t'imaginer qu'elle sort l'armada. Et les mecs, en 2 jours, ils récoltent plus de 80 000 euros et l'argent, personne ne l'a saisi. Et là, franchement, sérieusement, ça m'a fait jubiler. Parce que je me dis, si la secrétaire d'État, elle se casse le nez là-dessus, d'ailleurs, juste après, 6 mois après, ils ont refait une cagnotte, les copains. Il n'y a pas eu un secrétaire d'État pour monter au créneau parce qu'il s'était pris une telle branlée qu'il n'y avait plus personne pour la rappeler. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'une fois que c'est arrivé, ça les a stoppés. En sachant que la compassion qui est la mienne pour l'histoire de Bénédicte, c'est que dans leur cas, il y a un otage et que les 10 ans, ils ne les ont pas. Et ça, vraiment, je compatis et je comprends vraiment la difficulté extrême de la situation. Mais quand il n'y a pas cette urgence-là, il faut batailler. De toute façon, il faut batailler toujours. Alors, moi, il y a quand même un élément sur lequel je donnerai mon avis en fin d'émission sur tout ça et j'essaierai de faire une synthèse avec peut-être un point de vue personnel de ce que moi j'ai appris. Mais peut-être effectivement, il y a un élément que vous avez souligné tout à l'heure, madame, sur lequel je rebondis un court instant pour conclure, parce que je crois que c'est une clé, en fait. Vous avez dit, mais moi je croyais que la Suisse, c'était un État démocratique, en fait. Quelque part, en fait, ce que vous dites, ce que j'entends, c'est, mais moi, je ne me suis pas méfié, en réalité. C'est-à-dire que pour moi, on est dans un État où, finalement, ok, il y a ses travers, il y a ses limites, mais au fond, je ne me méfie pas. C'est un peu comme si, vous parliez de votre sœur tout à l'heure, je ne me méfierais pas de ma sœur, quoi. Elle a ses travers, ses limites, voilà, je ne me méfierais pas des gens qui sont censés, sinon m'aimer, mais en tout cas me protéger. Ici, l'État, il n'est pas censé être mon ennemi, finalement. Et au demeurant, une nation qui se veut encore plus exemplaire que la France, quelque part, qu'est la Suisse. Et on a vraiment ce sentiment, en vous écoutant, que vous êtes tombé de haut, quoi. Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai passé ma vie en Suisse et j'étais tellement fière de notre pays. Je me disais, mais c'est formidable, on a une démocratie directe, tout fonctionne bien. Et puis là, mais cette histoire, elle est tellement folle que on a attendu donc des mois avant d'en parler aux journaux. Le seul avantage qu'on a, c'est que comme ça s'est passé dans un hôpital, tout est bien documenté. Ils ont bien écrit les trucs de Madame a regardé des informations sur Internet, Madame a été ralentie, après sa césarienne d'urgence. Tout ça, c'est écrit. Et donc, on a pu donner les dossiers aux journaux. Et, c'est un truc, c'est incroyable. On se dit que c'est pas possible. Ce qu'on vit est vraiment pas possible. Surtout dans un État comme la Suisse. Et ce qui m'a encore... L'enlèvement était déjà extrêmement choquant, mais la deuxième chose qui m'a choquée, c'est le manque de réaction totale des politiques. On les a appelés, on a essayé et personne ne dit rien, en fait. C'est comme s'ils disaient non, on attend. Et apparemment, donc en regardant, j'ai vu qu'il y avait déjà eu des scandales, en fait, d'enfants qui avaient été enlevés, mais ça, ils ont reconnu ça... je crois que c'était jusque dans les années 80, je crois. Ils se sont excusés après, la Confédération s'est excusée parce qu'ils ont enlevé des enfants à des mères célibataires sans raison. Il y avait des enfants qui étaient placés. Enfin, ils ont un long historique que j'ignorais de placement abusif, qu'ils ont apparemment conservé.
Mais ce que je me dis aussi, c'est que pour qu'on en arrive à une situation aussi folle, parce que c'est vraiment un truc de fou ce qu'on vit, que- ça veut dire que ça doit faire des années en fait qu'ils font des choses panates, mais que personne n'en parle. Je trouve ça Personne incroyable ne que peut les en parler. politiques se mêlent pas. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que, encore une fois, il y a plein de médias de droite qui se sont fait sauter leur compte Instagram. Il y a plein d'entreprises donc qui génèrent de la richesse en France, qui se sont fait péter leur compte bancaire. Il n'y a pas un politique qui dépose un projet de loi. Par contre, quand il faut s'augmenter à l'Assemblée nationale à chaque fois qu'il reprend un nouveau mandat, là, il y a du monde. Voter des lois qui ont absolument aucun sens, là, il y a du monde. Mais par contre, faire taire les gens en tuant leur compte bancaire ou se mêler de propos ou de situations comme vous vivez, ah là, on se mêle pas, par contre. Mais on est dans quel délire? On est dans quelle dystopie? Je disais tout à l'heure, moi, quand mon père s'est fait agresser, on allait déposer plainte la première fois. Je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit, Monsieur Guillou, enfin quelqu'un, on les connaît, c'est une bande de dealers. Enfin quelqu'un qui leur rentre dedans, ça leur fait du bien. Et derrière, c'est un autre OPJ qui m'a tendu un piège. J'ai découvert le monde juridique et carcéral. À partir de là, je pensais vivre dans un état de droit. Je pensais pas vivre en Corée du Nord, comme vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai découvert ça, moi qui ai toujours vécu ma vie droite, en 5 minutes. Je suis devenu Mesrine. J'ai été jugé par des juges qui étaient 4 mètres au-dessus de moi, en train de m'expliquer que j'étais la dernière des merdes. Parce que moi, je La crois que si vous dernière, voulez, à la lumière à côté tout de ça, 3 racailles qui avaient des casiers longs comme le bras. Et moi, j'étais devenu socialement moins qu'une merde. Donc je me retrouve dans il y a, votre découverte du système, c'est je incroyable. crois qu'effectivement, il y a un élément, si vous voulez, tout à fait substantiel dans tout ce que vous dites, et pour, au fond, conclure un peu et essayer de faire une synthèse de tout ça. Mon sentiment, moi, il est le suivant. D'abord, c'est que non, l'État ne vous veut pas du bien, d'une façon générale. C'est-à-dire qu'au fond, la grande découverte, je crois, du Covid, mais moi je le savais avant, mais le Covid l'aura révélé de manière puissante, c'est que non, l'État ne vous veut pas du bien. Que l'État, ça ne veut rien dire. C'est Sacha Guitry, à qui on disait, mais la justice, t'en penses quoi? Il disait, j'en sais rien, j'ai jamais déjeuné avec. L'État, c'est effectivement une entité nébuleuse qu'on a inventée pour finalement ne pas savoir vraiment qui c'est, pour diluer une responsabilité. L'État, c'est d'abord des hommes. La justice, c'est d'abord des juges. Avec des compétences, avec des incompétences, avec des humanités, avec des inhumanités. Donc ça, c'est la première réalité. Mais non, d'une façon générale, l'organisation est ainsi faite que on ne veut pas du bien. Deuxième élément, moi, ma vie m'a appris un truc à cheval, c'est que, et c'est vraiment le conseil que moi je donne régulièrement, je crois, c'est, avec un dernier après, qui est que il y a deux catégories d'entraîneurs à cheval. Il y a les très très bons, bon, et puis il y a moi. La différence entre eux et moi, elle n'est pas le résultat, rarement. On obtient globalement, sauf vraiment des exceptions, à peu près les mêmes résultats sur les chevaux. La différence, c'est la capacité à ne pas se mettre en danger. Moi, un cheval fou, je vais pas batailler avec. Je bataille pas avec. Il fait 600 kilos, moi 61, je me bats pas avec. Mais en général, ce que je lui explique, c'est que lui, il a la force, moi l'intelligence. Et que d'une façon ou d'une autre, il arrivera à faire ce que je veux qu'il fasse. Ça prendra le temps que ça prendra, mais que je ne céderai pas. J'ai passé parfois 6 heures sur un cheval, où je l'ai épuisé, là où un de mes entraîneurs, un de mes instructeurs, pouvait y passer 1 heure en éprenant, en se battant avec le cheval qui se levait, qui se cabrait par l'avant, par l'arrière. Moi, je joue pas à ça parce que je n'ai pas envie de me retrouver par terre et de me tuer. C'est la même histoire, en fait, ici. Se battre contre un système frontalement, c'est pas toujours possible. Parce que le système, il est brutal, il est violent, il est foncièrement, au fond, puissant. Il a des légions. Mais à la fin, finalement, ce que nous, on a souvent et qu'on n'exploite pas, c'est l'intelligence, c'est la stratégie et c'est, au fond, la capacité à pouvoir, c'est un peu l'idée à cheval, arriver à contourner les obstacles et à faire un peu ce qu'on veut quand même. Ce que je crois dans les 3 éléments qu'on a vus ce soir, me semble-t-il, c'est qu'au fond, il y a aussi une dimension qui est celle du temps. Le temps fait son œuvre. On vit dans une société de buzz. Parce que finalement, on a une instantanéité
et qu'on passe à autre chose après. Vous disiez pourquoi les politiques s'en mêlent pas, mais les politiques s'en mêlent pas parce qu'un politique, ça a moins de mémoire encore qu'un poisson rouge. Un politique, ça n'existe que dans l'instant. L'instant d'après, ça n'existe plus, en fait. Bénédicte, un politique, ça va l'intéresser 2 minutes. Et éventuellement, il va aller voir le sens du vent. Si le sens du vent, eh bien, lui est favorable et que ça peut lui rapporter quelque chose, il va s'en mêler. Un instant. Mais à la fin, si ça lui rapporte rien, il s'en mêlera pas. Et Thierry Casanova, c'est le bon exemple. Pareil, la secrétaire d'État. Secrétaire d'État, elle a fait 5 minutes de buzz, elle a vu que ça prenait pas, bah du coup, elle s'est plus intéressée. Simplement, le problème, c'est que la justice, elle travaille en dehors de la sphère médiatique, en dehors de la sphère du temps, qui est la sphère du temps immédiat. Et que donc, il faut accepter que tous ces combats soient des combats de longue haleine, que tous ces combats soient des combats qui prennent du temps, et que c'est pas grave. Le temps, c'est une donnée qui est souvent mal maîtrisée, mais il faut accepter le temps. Moi, c'est ce que je dis depuis 2020, puis maintenant, on me dit, mais c'est quoi tes résultats sur le Covid? D'abord, c'est pas mes résultats, moi j'ai pas de résultats parce que quelqu'un d'autre, mais simplement le temps judiciaire, il s'étale. On n'en parle plus du Covid aujourd'hui. Mais la justice, elle est saisie. Alors évidemment que quand on aura des décisions, et on commence à en avoir des décisions favorables, bah ça fera pas la une de la presse. Mais c'est pas parce que ça fait pas une de la presse que ça n'existe pas et qu'il n'y a pas des signaux qui sont envoyés. De sorte que, il me semble que, en synthèse un peu tout ce qui s'est dit ce soir, j'ai envie de dire que tout l'enjeu des prochains mois, des prochaines années, parce que on pourrait généraliser le propos en parlant de ce qui va se passer avec le monkeypox, qui à mon avis va mal se finir ce truc. Le truc, c'est que je crois que le propos, c'est d'accepter l'idée que l'État ne vous veut pas du bien. D'arrêter de parler de l'État-providence. Il n'y a pas d'État-providence. Il n'y en a pas. Et même pour ceux, et j'en termine, que l'État, pour qui il est une providence, donc on pourrait penser qu'il est une providence, l'État ne leur veut pas du bien. Quand effectivement l'État accueille des millions de gens de manière clandestine dans les pays, c'est pas pour leur bien, c'est pour son bien à lui. Mais lui, eux, ils n'en ont rien à foutre. Avoir une main-d'œuvre, de nouvelles esclaves, ça lui va très bien. Déstabiliser un système, ça lui va très bien. Ici, c'est le même problème. Quand on fait taire M. Casanova, c'est pas pour le bien de la population. On s'en fout du bien de la population. Depuis quand ça intéresse qui que ce soit, le bien de la population? Non. Ce que l'État préserve, c'est ses intérêts propres. C'est les intérêts de ceux qui lui permettent d'exister. Parce que si on veut parler j'en termine, de la naturopathie, on peut parler de la naturopathie. Et moi, il y a quelque chose qui m'a stupéfait dans un autre dossier où on reproche à quelqu'un le jeûne thérapeutique, peu importe. Il répond quelque chose d'assez important, c'est de dire, mais enfin madame, vous me reprochez de faire jeûner les gens. D'abord, je ne fais pas jeûner les gens, c'est eux qui jeûnent. Mais deux, vous dites que le jeûne est dangereux. Il y a combien de morts par le jeûne et il y a combien de morts par l'excès de nourriture? Et là, vous avez un magistrat qui tout à coup est obligé de reconnaître que le propos est loin d'être con. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que je cherche à dire, c'est qu'au fond, et finalement, l'idée générale, c'est de se dire que c'est pas les intérêts des autres. Il n'y a que les imbéciles qui pensent qu'on protège les intérêts des plus faibles. Il n'y a que les imbéciles qui ont pensé que pendant le Covid, on cherchait à préserver la santé publique. Non, on a cherché à préserver les intérêts des laboratoires, les intérêts des cabinets de conseil, les intérêts de quelques influenceurs. Et dans l'affaire Bénédicte, on ne cherche pas à protéger la petite, on s'en fout de la petite. Peut-être que l'espace d'un instant, on y a songé, mais quand on a découvert que finalement, c'était pas ça, qu'en fait, on s'est planté, maintenant c'est plus elle qu'on cherche à protéger, c'est nous qu'on cherche à protéger. L'État cherche à se protéger lui-même. C'est bien connu. Je veux dire, quand vous voulez effectivement qu'une erreur ne soit pas une erreur, reproduisez-la et elle va devenir une coutume. Pour qu'une erreur se légitime, pour qu'une faute se légitime, faites-la devenir coutume. Et à ce moment-là, elle n'est plus une erreur. La preuve, c'est dans la vaccination, dans le cadre du Covid, pardon, mais qu'est-ce qu'on a entendu? Ah mais tout le monde fait pareil, comme si le nombre avait une importance. Comme si le nombre était synonyme de vérité. Et donc dans cette histoire, moi dans ces histoires, ce que je crois, c'est qu'au fond, on découvre quelque chose. C'est que le système, il faut s'en protéger. Que le système, il faut s'en préserver.
Vous savez, les Italiens, moi je vis à temps partiel en Italie et j'ai un cabinet à Rome ils disent quelque chose d'intéressant. Ils disent, en Italie, quand tu as un problème, ne demande rien à l'État, sinon tu en auras deux. Et c'est intéressant comme propos. Ils disent, ne demande rien, quand tu as un problème, surtout ne demande rien à l'État, parce qu'après tu en auras deux. C'est intéressant quand on leur dit, mais je comprends pas, là, attends, je comprends pas, tu es en train de t'égosiller, va demander à l'État de t'aider, demande-lui de t'aider, les allocs, ou je sais pas ce que tu veux. Il dit, oh, surtout pas. Et ben c'est un peu ça, moi, que je retiens de tout ça, c'est qu'au fond, on découvre ce soir que l'État n'est pas un ami qui vous veut du bien. C'est tout. Alors, quelqu'un qui dit il faudrait aussi rapprocher les différentes communautés en faisant peut-être des colloques, symposiums unissant toutes ces communautés, l'union fait la force. Eh bien, je ne le crois pas. Je crois qu'il faut arrêter de vouloir absolument, tout le temps, faire des espèces de magma avec des gens d'entités différentes. On a bien vu que, et on pourra y revenir un jour si vous voulez dans une conférence sur l'histoire, sur comment la résistance s'est créée en France en 40, combien ça a été compliqué et combien est-ce que finalement cette idée d'unité de la résistance n'existe pas. Et qu'il faut qu'on ait des singularités. Moi, ce que j'apprécie ce soir, finalement, ce que je retiens encore une fois et j'en termine, c'est le fait qu'il y a trois histoires différentes avec trois gens qui ne se connaissaient pas, mais qui finalement se retrouvent autour d'une idée commune qui est celle de ne pas se laisser faire. Parce que finalement, c'est ça, le maître mot. Chacun, à votre manière, ce que vous avez dit, c'est on ne se laissera pas faire. Alors évidemment, dans l'histoire de Bénédicte, on le comprend et ô combien, puisqu'il y a la vie d'un enfant en jeu, mais finalement, ce que je comprends aussi, c'est qu'il eût été facile de vous taire. Il eût été facile de se dire non, je ne le ferai pas, non, je n'utiliserai pas cette liberté d'expression, je me tairai. Et finalement, vous choisissez de continuer quand même à dénoncer à temps et à contre-temps. De l'autre, ce que je relève, c'est que, M. Guillou, comme vous le dites, ça y est, on est passé à autre chose quelque part. C'est fini. Donc on pourrait se dire, finalement, on s'en fout, quoi. J'entends beaucoup ça. Passe à autre chose. C'est ce qu'on nous dit dans le Covid, passer à autre chose. Pourquoi ? Pourquoi je passerai à autre chose ? Au nom de quoi je passerai à autre chose ? Et enfin, M. Casanovas, je crois que moi, ce que je retiens, c'est l'idée, ce que vous dites. Vous voulez le procès, ok, on va le faire, le procès. Mais alors, du coup, on va pas forcément le faire selon vos règles. On va le faire selon les règles qui sont aussi les miennes. Parce que j'ai une liberté qui est celle de m'exprimer, et j'entends bien m'exprimer. C'est ça que je retiens, finalement, cette histoire. Et je crois que c'est finalement plutôt encourageant de se dire tout ça. Et ce que je note, c'est que ce que je voudrais que les gens retiennent de tout ce qu'on s'est dit, on est quand même beaucoup sur ce live, puisque on est un peu plus de 8000, ce qui est vraiment beaucoup. Et pour le coup, pour un vendredi soir, au plein mois d'août, c'est beaucoup. Et donc, même plus que ça, on est plutôt 8005. Ce que je retiens, c'est que... donc oui, effectivement, si je tiens compte de Twitch, on est plutôt 9000. Ce que je retiens, c'est que, au fond, peut-être qu'une nouvelle ère s'ouvre. Peut-être que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Et que tous les trois, vous incarnez cette nouvelle ère. Et que ce truc va être coupé, va y avoir des shorts, ça va circuler. On a des vidéos qui ont été vues, plus de 8-9 millions de vues. Fois, c'est extrêmement important parce que finalement, on entre dans une nouvelle ère. J'ai un chiffre en tête là qui me vient, c'est TV Liberté. TV Liberté, que par ailleurs que je connais bien, Elise Blaise que je connais bien, a cette particularité, elle disait quelque chose sur Twitter que je trouve extrêmement intéressant. Elle dit que quand on prend les audiences TV Liberté, qui est une chaîne YouTube, entre juin et août, je crois, et qu'on reprend LCI, TV Liberté fait mieux que LCI. C'est intéressant. Avec des gros moyens qui sont ceux de LCI, et TV Liberté n'a pas le 10e des moyens de LCI, mais ils font une audience qui est finalement égale, voire supérieure à celle de LCI. Ce qui prouve que la notion de moyen, elle n'est pas au cœur du système. C'est ça. Donc, j'ai envie de dire, dernier point, ne vous laissez pas ravir l'espérance. C'est Saint Paul. Ne nous laissons pas ravir l'espérance. C'est tout.
Je pense que c'est vraiment le maître mot. Ce qu'on cherche à faire, c'est nous priver de l'espérance. Je constate que aucun de vous trois ne se la laisse ravir, et je m'en réjouis. Il me reste à vous souhaiter aux uns et aux autres courage. Il me reste effectivement à vous dire à bientôt, et à ceux qui nous regardent, à vous dire bonne soirée et bon week-end. Merci, Bonsoir à bientôt. tous. bonne soirée. Bonsoir. Bye bye.